Albert Einstein a déjà dit que chacun résonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontars des autres. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Encore une fois, une belle soirée sur les ondes de choix 98.1 Radio X à Québec. Merci d'être là, 18h02. Christian Page, bonsoir. Bonsoir, M. Marceau. En direct de la zone rouge montréalaise. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant de rentrer en onde? Qu'est-ce que t'es échappé à terre? J'ai entendu un gros sac. Oui. Jamais tu n'aurais entendu un truc comme ça. C'est vrai qu'avec la qualité de ton français en ondes, les gens peuvent pas imaginer que Christian Page peut lâcher un petit tabarnouche une fois de temps en temps. Sacramoune! Voilà! Non, c'est parce que je me suis rendu compte au moment où on allait entrer en ondes, je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines feuilles sur lesquelles j'avais pris des notes. Alors je me suis dit, tabarnouche, j'ai oublié ma feuille avec ma note dessus. Oh. Au moins, il n'y a pas eu de blessés, hein? Non, pas du tout. Excusez, t'as passé une belle semaine? Oui, ça va bien. Ça aurait été mieux si la température aurait été de notre côté au cours des 2-3 derniers jours, mais bon, ça va. Mais là, un peu frisquet, un peu humide, puis bon, évidemment, depuis 3 jours, maintenant, il pleut, fait que... En fin de semaine, à Québec, il annonce un petit peu de soleil, donc on va être gâtés. Je sais pas de votre côté de quoi moi, ça va. Moi, je pense qu'on annonce également un peu de soleil du côté de Montréal. Donc, on va se gâter. Mais vous autres, vous avez un avantage sur Québec. Parce que à 8 heures... C'est toujours plus chaud. Oui, de un. Mais à 8 heures, nous, on doit rentrer dans la maison parce que la reine Corona, elle sort. Hein? Oui, exact. Vous autres, c'est 21h30 et à 21h30, il fait noir. Et on repoussé ça à 21h30. Peut-être que ce sera à notre tour la semaine prochaine, mon ami. Eh oui. On va se le souhaiter. Oui, j'allais faire un mauvais jeu de mots en te disant, si tu t'ennuies trop, tu peux aller t'entraîner. Mais bon. Bon, je pourrais te dire... Pas à autre chose. Je pourrais te dire brûle en enfer, mais comme t'es pas croyant, ouais, voilà. Ça servira à rien. L'homme congelé du Minnesota, c'est le sujet de la soirée. Oui, et j'ai pensé à ce sujet-là parce que, à plusieurs reprises, des gens m'avaient posé cette question-là. Et j'ai appris cette semaine qu'on allait rééditer un ouvrage qui sera diffusé en langue anglaise aux États-Unis, qui est originalement un ouvrage qui avait été écrit au début des années 1970 par le cryptozoologue et zoologiste Bernard Heuvelmans. Bernard Heuvelmans, c'est celui qu'on considère comme le père de la cryptozoologie. Donc la cryptozoologie, c'est l'étude des animaux méconnus ou inconnus de la science. Quand on avait commencé Radio X-Files, on avait une chronique cryptozoologique pour montrer bien sûr aux gens que si on connaît bien les grandes vedettes de la cryptozoologie, le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, Sasquatch, le Yeti, ce n'est pas que ça la cryptozoologie. La zoologie, c'est aussi des animaux qui, somme toute, sont beaucoup moins exotiques, un type d'oiseau, un type de lézard, des types de serpents, qui sont considérés comme disparus ou qui n'ont pas encore été répertoriés par la science, mais qui ont souvent été rapportés ou bien dans des cultures locales ou encore par des explorateurs qui les ont vus, les ont documentés, les ont décrites, sans malheureusement ramener un échantillon, ce qui laisse donc la zoologie officielle dans une zone grise. Est-ce qu'on doit reconnaître ou non l'espèce? Donc non, la cryptozoologie n'est pas que le monstre du Loch Ness ou le Yeti, c'est plein d'autres choses. Mais c'est vrai que lorsque l'on parle de ce sujet-là, ce sont ces grandes vedettes qui attirent le plus l'attention. Et donc Bernard Heuvelmans, au début des années 70, écrit un livre qui s'intitule « L'homme du Néandertal est toujours vivant ».
Et une grande partie de son ouvrage est consacrée à un spécimen que lui et un autre zoologue, un zoologue américain cette fois, Ivan Sanderson, lui et Sanderson se sont retrouvés parachutés à la fin des années 60 dans un scénario presque rocambolesque où ils ont pu observer une créature qui était conservée dans un bloc de glace. Okay. Et les deux bonhommes, après leur examen, sont persuadés que ce qu'ils ont observé était une véritable créature humanoïde qui avait été tuée récemment, parce qu'elle avait été tuée par balle. Donc évidemment, ça ne pouvait pas être un peu comme Ozzy, hein, c'est cet homme du Néandertal ou du Cro-Magnon qu'on a retrouvé dans les montagnes du Tyrol en Suisse, là, qui était congelé depuis des milliers d'années. C'est pas ça. Donc, quand les Heuvelmans et Sanderson regardent la créature, ils voient définitivement un impact par balle. Donc, la créature a été tuée récemment. Or, on le sait, dans la littérature cryptozoologique, il y a plein de récits où on parle de créatures hominidées reliques. On dit, on connaît le Yéti, bien sûr, le Bigfoot, mais également, si on parle, par exemple, dans les régions d'Asie, par exemple, sur l'île de Sumatra, il y a des légendes qui voudraient que dans la forêt, il existe une race d'hominidés inconnue qui s'appelle l'Orang Pendek. Dans la région du Caucase, en Russie, on a également une espèce de yéti russe, mais qui est un peu plus petit que les récits que l'on a du Népal. Donc, une créature qui est plus de taille humaine, là, 1,80 m, 1,90 m, et qu'on appelle l'almastie. Donc, on a ces récits d'humanité relique qui n'ont jamais été confirmés, reconnus par la science, mais donc au moment où Heuvelmans et Sanderson vont voir leur spécimen, pour Heuvelmans, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'une de ces créatures, de ces humanités reliques, et il va écrire donc en 1973 cet ouvrage, L'homme du Néandertal est toujours vivant. L'ouvrage est très controversé dans le domaine de la zoologie et éventuellement, l'ouvrage sera, pendant de longues années, l'ouvrage sera considéré un peu comme une entorse au travail, parce qu'il faut le savoir, hein, Bernard Heuvelmans, c'est vraiment un zoologue, c'est vraiment un primatologue reconnu auprès de ses pairs, mais cet ouvrage qu'il consacre à l'homme du Néandertal est toujours vivant, ça fait un peu tâche dans son dossier. Et quoi qu'il en soit, il y a 2 ans, l'ouvrage a été traduit une première fois en anglais, c'était la première fois donc depuis les années 70 que l'ouvrage était traduit en anglais, donc diffusé aux États-Unis, et là on apprend qu'il y aura une réédition de cet ouvrage-là. Et je me suis dit, voilà quelle belle occasion de revenir sur ce dossier de l'homme congelé du Minnesota. Est-ce que nos deux zoologues ont bel et bien observé une créature relique appartenant à une espèce d'humanité inconnue, non répertoriée par la science, ou est-ce qu'ils ont été les victimes d'une escroquerie tout à fait habile organisée par un forain entreprenant? Donc, j'ai préparé une petite capsule et qu'on va présenter en milieu d'émission, et je reviendrai un peu sur ces éléments-là, parce que j'ai eu la chance de parler à Heuvelmans peu de temps avant son décès. Il vivait à ce moment-là en France, à Paris, mais en fait en banlieue de Paris, où Vézinay, et j'ai eu également la chance de parler avec le fameux forain qui était, entre guillemets, le propriétaire de la créature bizarroïde et qui s'est allé à quelques confidences. Donc, on va reparler de ça en deuxième partie de l'émission. Donc, aujourd'hui, c'est l'homme congelé du Minnesota. Très hâte d'entendre cette capsule-là. Maintenant, on parle de la mort de Michael Collins. Oui, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. J'avais préparé, je ne sais pas si tu avais reçu mes petits extraits audio. Je t'avais envoyé un petit extrait audio où on entendait la déclaration de Neil Armstrong, hein, qui au moment de mettre le pied sur la Lune avait lancé cette phrase célèbre, hein, c'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. On se rappelle les événements, c'était juillet 1969, la mission Apollo 11, et pour beaucoup c'est encore considéré, et je suis tout à fait de cet avis, comme le plus grand exploit technologique de tous les temps, sinon le plus grand exploit tout court de l'humanité, et peut-être même, Yannick, le plus grand exploit de l'univers. Ah ouais. Parce que il faut se le dire, hein, si aujourd'hui les astrophysiciens, les astronomes sont assez d'avis que la vie doit pulluler dans l'univers,
rien ne permet de croire que cette vie-là n'ait jamais atteint un niveau d'intelligence. Donc, on le sait, la vie peut exister ailleurs dans l'univers. Ça, les statistiques vont dans notre sens. Hein. Il y a tellement d'étoiles, tellement de planètes. On pense qu'il doit y avoir une étoile sur 2 qui a des planètes. Et on suppose qu'énormément, plus on regarde dans l'univers, plus on découvre de ces exoplanètes qui présentent des caractéristiques propres pour le développement d'une vie organique. Mais entre le fait qu'il y ait une vie organique et une vie intelligente, là, il y a un monde entre les deux. Il est possible, je sais que je m'engage, mais il est possible que la vie intelligente n'ait jamais existé dans l'univers ailleurs que sur Terre. On n'a pas la preuve que l'intelligence est quelque chose qui apparaît de manière spontanée, comme c'est arrivé sur Terre. Peut-être que les formes de vie mettent énormément de temps à se développer et bien souvent, leur étoile, leur planète va se détruire avant que ces formes de vie aient atteint l'intelligence. Qu'est-ce qui fait que sur Terre, la vie a soudainement pris cette tangente vers l'intelligence? Et si c'est le cas, peut-être qu'ailleurs dans l'univers, il existe peut-être des milliards, des centaines de milliards de planètes sur lesquelles il y a de la vie peut-être organique, peut-être même de la vie animale. Mais de penser qu'une de ces vies animales ait atteint un niveau d'intelligence suffisant qui lui a permis de quitter son monde. Écoute, c'est énorme. On ne se rend pas compte, mais le fait que, en ce mois de juillet 1969, nous, les êtres humains, avons créé une machine qui nous a permis d'aller dans un autre monde, marcher sur une autre planète ou un autre corps astral que la Terre, c'est absolument renversant. Et donc, c'était la mission Apollo 11. Et on connaît surtout les 2 astronautes, les 2 moonwalkers, parce que c'est vrai qu'à la NASA, il y a des catégories, hein, et dans la catégorie, la suprême, c'est d'avoir été un moonwalker. Hein. 12 hommes seulement ont marché sur la Lune. Lors de la mission Apollo 11, c'était Buzz Aldrin et Neil Armstrong, qui a été d'ailleurs le premier être humain à marcher sur la Lune. Aujourd'hui, dans toute l'histoire des missions lunaires, seulement 12 hommes ont marché sur la Lune, et de ces 12 hommes, aujourd'hui, malheureusement, il n'en reste que 4 toujours vivants. Ce sont des vieux monsieur qui sont tous âgés de plus de 80 ans. Et Buzz Aldrin, d'ailleurs, qui fait partie de la mission Apollo 11, il est toujours vivant. Il est d'ailleurs le plus vieux des moonwalkers, des marcheurs sur la Lune. Il est âgé aujourd'hui de 91 ans. Mais, évidemment, tout ça ne se fait pas, il n'y a pas que les moonwalkers. Il faut se rappeler que lorsque les missions ont été orchestrées, les équipages comptaient 3 astronautes. Il y avait donc ceux qui devaient marcher sur la Lune, mais il y avait également celui qui devait piloter le vaisseau de la Terre à la Lune, permettre larguer à bord du LEM ses compagnons vers la surface lunaire, et ensuite, lorsque l'activité extravéhiculaire a été faite sur la Lune. Ensuite, lorsque les astronautes redécollaient, ils devaient à nouveau arrimer le LEM pour permettre aux astronautes de revenir dans le vaisseau spatial et les ramener sur Terre. C'est un peu le travail du chauffeur de taxi, si je puis dire. Et ce 3e homme, qui malheureusement, son rôle, je l'ai mentionné, son rôle est souvent réduit à celui du chauffeur de taxi, malgré que c'est beaucoup plus complexe que ça, sans le travail de ce 3e astronaute qu'on appelle le pilote du module de commande. Sans lui, bien sûr, les missions n'auraient pas pu se produire, n'auraient pas pu être réalisées. Et dans le cas d'Apollo 11, le 3e astronaute, qui est un peu l'astronaute fantôme, une figure assez effacée, c'était Michael Collins. Donc Collins fait partie de l'équipage, et au moment où Armstrong et Aldrin marchent sur la Lune, il faut se rappeler que Mike Collins va orbiter autour de la Lune. Et il faut se rappeler qu'en 1969, il n'y avait pas les systèmes de satellites qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas de station relais sur la Lune. Donc quand Mike Collins est derrière la Lune, il devient à ce moment-là l'homme le plus isolé qui puisse exister. Hein? Il est seul dans son vaisseau spatial. Il n'a aucun moyen de communiquer ni avec ses compagnons qui sont sur la Lune, ni non plus avec la Terre, qui est à quelque chose comme 350 000 kilomètres de là. Donc, Mike Collins, mais en même temps, Mike Collins, il a reconnu toute sa vie que dans le cas de la mission Apollo 11, il y avait pas le meilleur siège. Hein? Il aurait bien aimé, je pense, comme tous les astronautes des missions Apollo, avoir fait partie de ce club sélect des gens qui ont marché sur la Lune. Mais néanmoins, Mike Collins n'a pas été déçu de son rôle. C'est un individu qui était effacé. Ça correspondait un peu à sa personnalité. Il avait été sélectionné lors
lors des sélections pour éventuellement le programme Gemini. Il a volé à bord de Gemini 10. Il avait fait 2 sorties extravéhiculaires. Donc, alors que le vaisseau était en orbite, Mike Collins a revêtu sa combinaison et est sorti à l'extérieur du vaisseau. Donc, il avait fait ça à 2 reprises lors de la mission Gemini 10. Il a été sélectionné pour la mission Apollo 11. Il a été le pilote du module de commande. Et lorsqu'il est après son retour, après la mission Apollo 11, après donc la gloire d'avoir été le premier équipage à s'être rendu sur la Lune, Mike Collins a toujours tenu un rôle assez effacé. Il a été pendant un temps responsable du Musée de l'air et de l'espace du Smithsonian Institute à Los Angeles, à Washington D.C. Il a participé à différents projets. Il a été une des voix très marquées pour le retour des missions vers la Lune et éventuellement de l'homme sur Mars. D'ailleurs, à cette voix-là s'est joint celle de son collègue Buzz Aldrin, qui, comme je l'ai mentionné, est toujours vivant. Et puis, voilà, donc Mike Collins, homme assez discret, mais pourtant ô combien important dans cette mission Apollo 11, est décédé, là, cette semaine. Il est décédé mercredi dernier d'un cancer. Il avait 90 ans. Il est décédé parmi les siens à sa résidence de Naples, en Floride. Donc, je trouvais important de mentionner le décès de ce grand homme qui a été un des maillons de cette extraordinaire aventure qu'a été la mission Apollo 11. On retourne dans l'espace. Oui, on retourne dans... That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ah, quel grand moment, hein? Ouais. Et aujourd'hui, bon, on a tous entendu cette phrase-là, que ce soit en direct à l'époque, donc les gens qui ont suivi les missions lunaires au moment où elles se déroulaient, donc à la fin des années 60, début des années 70. Mais après ça, c'est une phrase qui fait partie de la culture populaire. On a tous entendu cette phrase-là, que ce soit dans des documentaires ou encore récemment, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, on a fait un film qui s'intitule « Le premier homme », qui décrit un peu la biographie de Neil Armstrong. Et on le voit bien sûr faire partie de cette mission Apollo 11. Et c'est amusant parce que 12 hommes seulement ont marché sur la Lune. Il n'en reste que 4 aujourd'hui. Et à moins d'être un spécialiste à peu près des missions Apollo, je pense que tout le monde connaisse le nom néanmoins, premièrement de Neil Armstrong. Peu d'entre eux se rappellent que le deuxième à débarquer sur la Lune était Buzz Aldrin, et je te dirais que 99% de la population serait incapable de nommer un autre astronaute qui a marché sur la Lune en dehors de l'équipage Armstrong et Aldrin. Et tu vois comment on s'habitue rapidement au fantastique, parce qu'il faut quand même se le rappeler. De toute l'histoire de l'humanité, seulement 12 hommes ont marché sur la Lune. J'aurais aimé ça assister à ça en temps réel, que ce soit à la radio ou à la télé. Voir ça. Écoute, Yannick, moi je me rappelle, pour la mission de Neil Armstrong, je l'ai probablement déjà raconté, je vivais chez mes grands-parents à cette époque-là, et mon grand-père m'avait réveillé. Je me rappelle, c'était en soirée, hein, c'était vers aux alentours de 22 heures. Et là, donc, mon grand-père me réveille, et là, il me dit, écoute, faut que tu vois ça. Écoute, j'étais un petit cul, moi, là, en 1969, là, j'ai 6 ans, 7 ans. Donc, il me prend, il m'amène dans le salon, et là, je me frotte les yeux. Ils viennent de me réveiller, là. Moi, j'étais dans un rêve, là. Donc, il m'assoit, et là, je regarde la télé, et je vois bien qu'il y a une espèce d'effervescence. Et à l'émission, je reconnais le prof Lebrun, Jacques Lebrun, qui animait l'émission et c'est une figure que je connaissais parce qu'il faisait également la météo à TVA. C'était Monsieur Météo. Donc, je le vois, il est là, il semble très ému. Et là, dans les minutes qui suivent, on voit... je voyais dans le bas de l'écran, ça clignotait, c'était marqué « Les hommes sont sur la Lune ». Et là, bien sûr, je vois les images qu'on a vues des millions de fois. Là, donc, cette espèce de bibendum qui descend l'escalier, l'échelle, et qui arrive au pied de l'échelle en disant « Bon, ben voilà, je suis au pied du LEM, je vais débarquer ». Et là, on entend la phrase « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Et là, je me rappelle, on voyait, et ça m'est resté marqué, on voyait affiché dans le bas du téléviseur, c'était marqué « Armstrong est sur la Lune ». Et ça clignotait « Armstrong est sur la Lune ». Et le prof Lebrun pleurait à l'écran. C'est les images qui marquent. J'étais plus impressionné de voir le prof Lebrun qui pleurait à l'écran que de voir
ce bonhomme blanchâtre qui marchait sur la Lune, tu comprends? Et ça m'avait frappé. Et j'ai toujours regardé ces images-là de ce débarquement lunaire. Et puis, évidemment, les missions se sont poursuivies en 1970. Elles ont poursuivi jusqu'en 1972. Et je te dirais que je me rappelle de manière plus soutenue le vol d'Apollo 17. On est en décembre 1972 à ce moment-là. Ça, je m'en rappelle plus ouvertement, plus clairement. J'avais 9 ans à l'époque. On suivait ça à la télé. Bon, les hommes étaient sur la Lune. Ça, j'ai des souvenirs beaucoup plus vivaces de ça. Mais dans le cas de Neil Armstrong, c'est ce moment-là où il débarque, où je me rappelle un peu le contexte plutôt familial dans lequel la situation s'était produite, avec mon grand-père qui m'avait dit « Écoute, tu vas voir ça, c'est un moment historique, tu vas te rappeler de ça toute ta vie. » Et là, effectivement, aujourd'hui, on est 60 ans après les événements des missions Apollo, et puis je me rappelle encore distinctement de ces événements-là. Imagine-toi, lorsqu'on va y retourner, est-ce que tu te souviens, en 2012, on avait fait le Red Bull Stratos? Les images qui avaient été tournées pour le fameux Red Bull Stratos où un individu sautait de, je pense, c'était 96 000 pieds, là, c'était tout ça? Ah ouais. Félix Baumgartner. Les images étaient absolument incroyables. Lorsqu'on retournera sur la Lune, on va avoir ce même type d'image-là. Là. Oui, absolument. Et dans le cas, on voit le développement de la technologie. Hein. À l'époque, tout le système informatique qu'on avait dû utiliser pour amener le vaisseau jusqu'à la Lune et ensuite permettre aux astronautes de débarquer, ben tout ça tenait dans l'équivalent à peu près d'une montre numérique, hein, au niveau de l'informatique, de ce que ça pouvait gérer comme information. C'était à peu près le même niveau que la montre que tu possèdes, avec laquelle tu as un datamètre, un chronomètre, tu as quelques gadgets dessus. Là, voilà, ça représentait ça. Et les caméras, bien sûr, on avait de très, très bons appareils photo. D'où les photographies qui ont été prises sur la Lune, elles sont d'une qualité remarquable. On avait des appareils Hasselblad et il n'y a rien à redire, avec des bonnes lentilles, tout ça. Mais les transmissions vidéo, on avait une caméra qui était installée quand le LEM s'est posé, il y avait une petite porte qui s'est déployée, puis il y avait une caméra là-dessus. Et c'était cette caméra-là, même si on avait un très très bon objectif, il fallait envoyer le signal au LEM. Le LEM transmettait ce signal-là ensuite à la Terre. Et là, on avait des images excessivement granuleuses, alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on retournera sur la Lune, d'ailleurs, on fait que regarder les images que l'on a de Mars, hein, lorsque l'on voit les photographies ou les films qui sont tournés par Perseverance, ou encore la semaine dernière, on a eu ce petit robot là, Ingenuity qui a volé, donc on a vu des images. On a l'impression que ça se passe dans notre cour arrière, là. Les images sont d'une telle clarté qu'on a l'impression que c'est tourné à proximité et pourtant c'est à des millions de kilomètres de chez nous. C'est vraiment remarquable. C'est vrai qu'au cours des 50-60 dernières années, tu sais, Yannick, il a fallu à peine 70 ans pour qu'on passe du vol des frères Wright au début du 20e siècle jusqu'à l'homme sur la Lune. Et au cours des dernières années, encore une fois, dans le domaine des grandes des technologies, il y a eu des développements qui ont été fulgurants. Donc, autant sur la technologie mécanique, si je peux dire, ou de l'électronique, autant que dans l'imagerie elle-même, le visuel, sera mis à contribution lorsque ces missions auront lieu. On parle maintenant du registre 14. Oui, le registre 14, ça c'est amusant parce que c'est une nouvelle qui est arrivée un peu cette semaine, mais en fait c'est comment faire du vieux avec du neuf. Fait que je vais quand même en parler. C'est le contraire, comment faire du nœud avec du vieux. Ouais, c'est ça, pardon. Bon, et parce que c'est ça. Donc ce système-là, et j'imagine que ça se fait un peu dans la foulée de tout ce qui se passe aux États-Unis. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de ces images rendues publiques, confirmées par le Pentagone, confirmées par la US Navy qu'il s'agit bel et bien d'objets volants non identifiés. Et là, il y a une espèce d'intérêt médiatique autour de est-ce qu'on voit des ovnis partout? Quelles sont les agences, quelles sont les organisations qui colligent cette information sur les ovnis? Et là, bien, des journalistes ont découvert qu'on avait au Canada le système de compte-rendu quotidien des événements de l'aviation civile, le CADAR. Et le CADAR, bien sûr, c'est un organisme, en fait, c'est un département qui est géré par le ministère qui est géré par Transport Canada et qui collige
relige toute information qui sont relatives à des incidents qui ont lieu dans le domaine du transport. Ça peut être du transport ferroviaire, ça peut être du voyagement des navires marchands, par exemple, mais c'est bien sûr aussi l'aviation civile. Et c'est vrai que quand on fouille dans les archives du CADAR, on retrouve faut le dire, depuis une trentaine d'années, ils ont quand même enregistré plus de 30 000 incidents qui sont liés au domaine de l'aviation. Évidemment, ces événements-là ne concernent pas nécessairement des ovnis, là, mais ce sont des incidents où, par exemple, deux avions ont failli se percuter sur une piste. C'est ce qu'on appelle de l'incursion sur piste, où des appareils qui en vol ont connu des ratés, des problèmes mécaniques, des problèmes de pilotage. Bref, tous ces incidents-là sont rapportés, colligés et répertoriés dans ce grand registre. Et si on regarde parmi les 30 000 incidents liés à l'aviation qui ont été répertoriés au cours des dernières décennies, c'est vrai qu'il y en a plusieurs dizaines qui concernent des objets volants non identifiés. Certains d'entre eux remontent dans les années 80-90, d'autres sont plus récents. J'ai sorti par exemple le 30 mai 2016, un appareil d'Air Canada Express qui faisait une envolée entre Montréal et Toronto a failli percuter un objet volant en rond qui se déplaçait à la vitesse de 500 km à l'heure, et ça se passait dans la banlieue de Toronto. L'objet n'a pas été identifié, mais a fait l'objet d'une entrée dans le registre CADAR. Et la même année, on en a un peu plus parlé dans les journaux, c'était le 14 novembre 2016, un appareil de la compagnie Porter se trouvait à 2400 mètres au-dessus du lac Ontario, et là, les pilotes ont vu foncer sur eux un objet volant non identifié, de forme cylindrique, qui faisait entre 2 et 3 mètres de long, et au moment où ils ont aperçu l'objet, le pilote a fait une manœuvre d'évitement, donc il a fait plonger son appareil, et l'une des hôtesses qui se trouvait en cabine a littéralement été projetée au plafond avec des blessures mineures, mais lorsque l'appareil s'est posé à l'aéroport centre-ville de Toronto, bien sûr, on a rempli une espèce de plainte CADAR, si je peux dire, un rapport CADAR qui faisait référence à cet événement-là, et heureusement, donc, pour cette hôtesse, il n'y a eu qu'une blessure mineure, et l'objet, même si les pilotes ont dit, on ne sait pas ce que c'était, était-ce un drone, était-ce autre chose, on ne le sait pas, ça fait quand même l'objet d'une entrée, et pour lequel l'objet est classé comme non identifié. Il faut quand même préciser que non identifié ne signifie pas forcément d'origine extraterrestre. Hein. L'objet était peut-être un drone, était peut-être un objet militaire, peu importe, mais il a été classé comme étant objet volant non identifié, avec bien sûr tout ce que ça comporte d'incertitude quant à la définition. Donc c'est le régime CADAR. Des journalistes sont tombés là-dessus cette semaine, ils en ont parlé. Et là, comme si c'était une grosse nouveauté, mais en réalité, il n'y avait rien de très nouveau puisque le registre existe depuis 30 ans. Il faut quand même savoir, Yannick, que de tous les objets, tous les incidents de type OVNI qui ont été rapportés, on estime qu'il s'agit bien sûr d'une très, très faible minorité. Probablement que 99% des pilotes qui observent quelque chose dans le ciel qu'ils n'arrivent pas à identifier, il faut savoir qu'il n'y a pas un règlement qui les oblige à remplir une fiche CADAR. Donc, s'il n'y a pas ce qu'on appelle dans le domaine de l'aviation un air miss, donc une quasi-collision, donc que cet objet aurait failli avoir une rencontre avec l'avion et aurait pu mettre en danger la sécurité des passagers, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de loi qui oblige le pilote à faire un rapport à ce sujet-là. Et comme on sait que le phénomène des ovnis est très stigmatisé, bien sûr, les pilotes vont éviter de remplir une fiche dans laquelle ils vont dire « Ouais, j'ai observé quelque chose dans le ciel, puis je sais pas c'était quoi, puis c'était peut-être un ovni, ou etc. » Donc, ils ne veulent pas être stigmatisés auprès de leurs collègues. Ils ne veulent pas que la compagnie aérienne soit stigmatisée non plus. Donc, généralement, comme il n'y a pas de règlement qui les oblige à faire ça, ils ne le rapporteront pas. On peut estimer que peut-être un pilote sur 100 va rapporter un incident comme celui-là. Donc, sans parler d'engins volants extraterrestres, on peut quand même supposer que l'observation d'objets, de bolides dans le ciel non identifiés ou qui vont demeurer non identifiés par le pilote sont probablement plus fréquents qu'on pourrait le croire, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on va retrouver dans un registre comme le registre CADAR. Parlant d'objets volants non identifiés, une quasi-collision entre SpaceX et un objet volant non identifié.
Oui, ça c'est assez amusant parce que les journaux en ont beaucoup parlé de ça. On est vendredi dernier, donc le Crew Dragon, Crew Dragon 2, la mission qui qui a emporté en fait 4 astronautes à la Station spatiale internationale. Elle s'est mise en route, donc elle a décollé sous les directives de SpaceX. Et quelque chose comme 7 heures après son décollage, alors que le vaisseau, tout se va très très bien, le vaisseau est en route vers la station spatiale, voici qu'une alerte résonne à son bord et voici ce que la responsable de SpaceX avait à dire aux astronautes. For awareness, we have identified a late-breaking possible conjunction with a fairly close miss distance to Dragon. As such, we do need you to immediately proceed with suit donning and securing yourselves in seats. We will be erring on the side of caution to get you guys into a better configuration. The time of closest approach for this event is at 17:43. Intéressant. Donc, tu vois, donc nos astronautes se préparent à prendre leur repos. En fait, ils ont mené à bien la mission. Et là, le lendemain, donc samedi, on s'attend à ce qu'on appelle le docking. Donc, il va y avoir cet arrimage entre le vaisseau, le Space Dragon, et la Station spatiale internationale. Et à ce moment-là, au moment où ils se préparent à se retirer pour la nuit, ils reçoivent ce communiqué de SpaceX, une responsable de la station au sol, qui leur dit, nous avons reçu une information. En fait, on sait depuis que l'alerte a été envoyée par le US Space Command, qui a informé le Pentagone, qui en a informé également les dirigeants de SpaceX, et qui, selon leur registre, on était 20 minutes avant une possible collision avec un objet volant non identifié. Donc, c'est la raison pour laquelle, à 20 minutes, il y avait peu de chances qu'on puisse échapper à la collision. Donc, on a informé l'équipage. En fait, on a parlé, celui qu'on a contacté, c'est Thomas Pesquet, qui est le Français à bord du vaisseau. L'équipage était composé de 4 astronautes. Donc, on contacte le vaisseau pour leur dire, vous allez vous harnacher, vous allez vous asseoir sur vos fauteuils, vous allez mettre vos casques, vos costumes pressurisés, parce que, il y a cette collision possible. Et donc, éventuellement, l'alerte va tomber. On va dire, c'est une fausse alerte, finalement, il n'y aura pas collision. L'objet est passé à une vingtaine de kilomètres du vaisseau Space Dragon. Mais bien sûr, c'est quand même, lorsque les journaux vont évoquer ça, Space Dragon a failli entrer en collision avec un OVNI, un objet volant non identifié. Tu comprends que la machine à rumeurs s'emballe et les amateurs d'OVNI voient immédiatement là-dedans un engin extraterrestre. C'est vrai que ni SpaceX ni le US Space Command ont donné de détails sur la nature de l'objet. On ne sait pas quelle était la nature de cet objet. On ne sait pas ce que c'était. Mais il faut quand même se rappeler, Yannick, qu'au moment où on se parle, il y a quelque chose comme 125 millions d'objets qui gravitent autour de la Terre, qui sont des débris. Heureusement pour nous, la plupart de ces débris sont tout à fait minuscules, mais il y en a quand même à peu près 35 000 qui sont suffisamment gros pour poser un problème à la navigation spatiale. Et là, on parle d'une vis, un boulon, un morceau de tôle, jusqu'à un satellite qui ne fonctionne plus. Donc, tu comprends, même quand on a un engin volant, comme un vaisseau, comme Space Dragon, qui se déplace à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'heure, la possibilité qu'il rencontre, par exemple, un boulon qui vient en sens inverse, qui lui aussi se déplace à très grande vélocité, c'est comme tirer une balle de revolver dans le vaisseau, tu comprends? Donc, on essaie d'éviter ces collisions-là. C'est ce qu'on appelle les fenêtres de lancement. Donc, la plupart de ces objets-là, ceux qui représentent une menace pour les vols spatiaux, ils sont surveillés. Et lorsqu'il y a un trou entre ces objets-là, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. Donc, on peut se dire on va envoyer un vaisseau de manière relativement sécure vers la station spatiale. Mais on peut découvrir au dernier moment qu'un de ces objets-là, finalement, pourrait entrer en collision avec le vaisseau. Donc, c'est sûr que moi, ça m'amuse toujours parce que tu sais que sur la station spatiale internationale, généralement, les caméras qui sont à bord, on a des caméras à bord et des caméras à l'extérieur. Et généralement, le temps d'antenne qui est consacré à ces caméras, qu'on peut suivre en direct. Si vous allez sur le site de la NASA, vous pouvez suivre en direct les transmissions qui viennent de la station spatiale.
Et généralement, on voit les activités des astronautes dans la station spatiale. Et lorsque les astronautes se retirent ou lorsqu'ils sont en repos, la NASA nous renvoie aux caméras extérieures et ça nous permet d'avoir des visions de la Terre, des images de la Terre qui sont tout à fait à couper le souffle. Et c'est vrai que de temps à autre, sur certaines de ces images, on peut voir passer un petit point qui brille ou qui clignote. Et ça m'amuse toujours parce que dès qu'on voit un objet comme ça, il faut savoir qu'il y a vraiment des amateurs d'OVNI, vraiment des mordus qui regardent ces images-là, les scrutent pratiquement une à une, et là, soudain, ils voient une image d'un petit point qui clignote au loin, et là, voilà, un OVNI a été filmé par la station spatiale. Un OVNI a été filmé par la station. Là, regarde l'image, là, tu vois un petit point qui clignote au loin. Il faut savoir que sur le fond de l'obscurité de l'espace, il est impossible de savoir si cet objet-là est à 20 mètres ou s'il est à 200 km. Tu comprends? Un petit point brillant dans l'espace, tu n'as aucune référence. Et quand tu sais qu'on a plus d'1 million d'objets qui flottent dans l'espace, dont 35 000 qui sont dangereux pour d'éventuelles collisions dans l'espace, on se dit, je sais pas, mon réflexe avant de conclure un vaisseau spatial extraterrestre, j'aurais tendance à conclure un débris. Tu sais, il y en a plein de débris qui flottent soit autour de la station spatiale ou qui flottent comme ça dans l'espace et qui, de temps en temps, ces objets-là vont croiser l'orbite de la navette ou ils vont être visibles au loin parce que le soleil se reflète sur ces objets-là. Certains de ces objets sont en métal, certains de ces objets-là sont très réfléchissants. Donc, que l'on voit un petit point qui clignote au loin, je trouve tout le temps ça un peu hasardeux quand je vois les amateurs d'OVNI rapidement conclure qu'il doit s'agir d'un engin extraterrestre quand on est conscient de la quantité de débris qui flottent autour de la Terre. C'est un peu aberrant. Dans le cas présent, encore une fois, je le dis, SpaceX, la NASA, pas plus que le Space Common ont identifié l'objet, mais c'est bien sûr sur les 1 250 000 objets qui flottent en orbite autour de la Terre, ils ne sont pas tous identifiés les uns les autres, pas plus que les 34 000 qui représentent un danger pour la navigation spatiale. Ils sont surveillés, mais pas tous identifiés en disant « Oups, cet objet-là, ça c'est un boulon perdu dans l'espace lors de la mission Apollo 10 ». Non, ils ne sont pas tous identifiés. Beaucoup de ces objets-là sont simplement classés avec un numéro de code et ils sont non identifié. C'est un objet non identifié qui porte le numéro 11-722-623 et on sait que l'objet a 4 cm de diamètre. Donc, on n'en sait pas plus. Donc, la NASA, pas plus que SpaceX ou le Space Common, savent quelle était la nature de l'objet observé, mais selon toute vraisemblance, il devait s'agir d'un débris et visiblement, les paramètres transmis dans la chaîne de commandement ou dans les détections étaient un peu erronés puisque, comme je l'ai mentionné, l'objet est quand même passé à plusieurs kilomètres de SpaceX. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'un incident comme ça se produit. En septembre dernier, par exemple, le Space Command avait informé la NASA qu'il y avait la possibilité que la station spatiale, je te rappelle que la station spatiale, elle est à peu près, grosso modo, à 400 km d'altitude, puis ça, l'engin lui-même a à peu près la taille d'un terrain de football. Et donc, on a informé, en septembre dernier, on a informé l'équipage qu'il risquait d'entrer en collision avec un objet assez conséquent pour entraîner des dommages à la structure de la station spatiale. Et les astronautes avaient dû se réfugier dans le module soviétique. La station spatiale, elle est composée de plusieurs modules emboîtés les uns avec les autres. Et l'un de ces modules-là est un module russe. Donc, les astronautes se sont réfugiés dans le module russe, craignant que ce débris non identifié vienne frapper la station spatiale et entraîne des dommages. Heureusement, ça ne s'est pas produit, mais c'est sûr que pendant une heure ou deux, il y a eu une inquiétude à bord de la station sur l'éventuelle possibilité d'une collision. Donc, c'est des trucs qui arrivent et ça devient un sujet de plus en plus préoccupant pour les voyages dans l'espace, cette possibilité de collision avec des débris. Et on songe actuellement, plusieurs agences spatiales songent à trouver un moyen, un système qui permettrait de faire un grand ménage là-dedans. Donc, à récupérer les débris qui flottent dans l'espace et incluant, bien sûr, des satellites, des milliers de satellites qui sont toujours en orbite et qui pourtant ne sont plus fonctionnels. Mais de mémoire, les derniers satellites qui ont été envoyés dans l'espace ont maintenant une date de retour pour justement leur autodestruction. Oui, absolument. Donc, ils sont prévus pour que, à partir d'une certaine date, ils vont perdre de l'altitude et il va y avoir ce phénomène de réentrée dans l'atmosphère. C'est vrai aussi que ces objets, parce que le problème, c'est que ces objets-là, certains de ces objets-là ont une telle vélocité qu'ils restent en orbite autour de la Terre.
si l'objet n'a pas une grande vélocité, éventuellement, sa vélocité va faire qu'au fil des orbites, il va être entraîné vers la Terre et il va finalement entrer dans l'atmosphère. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous les objets, à cause de leur dimension, à cause de leur vélocité, à cause de leur altitude, qui vont connaître cette fin-là. Et même s'ils connaissent cette fin-là, entre-temps, il représente une menace. C'est-à-dire que si on se dit, voilà, on a un satellite qu'on a mis en orbite en 1986, il est devenu inutile, il a fonctionné pendant une dizaine d'années, maintenant il n'est plus utilisé, il n'entrera pas dans l'atmosphère terrestre avant 2031. Mais d'ici 2031, il est quand même une menace. Il est toujours là et en attente qu'il rentre dans l'atmosphère terrestre, il représente une menace et on doit en tenir compte. Il est 18h40, vous êtes dans Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On est vendredi le 30 avril, on fait une courte pause et on revient tout de suite. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 18h43, en passant un gros merci pour vos messages pour la 100e émission de Radio X-Files qu'on a fait la semaine dernière. C'est grâce à vous si on est encore là, parce que vous êtes présents, puis les sondages nous le mentionnent à chaque fois. Vous êtes là, vous êtes de plus en plus, vous parlez de cette émission-là. Un gros merci, puis on a tous lu les messages, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, Yannick, la semaine dernière, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, et donc on est en Montérégie, en banlieue de Montréal, et j'entre dans un restaurant, disons-le, un restaurant de restauration rapide. Et donc, j'ai mon masque avec d'autres personnes qui sont là. On est au comptoir, on attend de passer notre commande. Et puis, il y a un type qui me dit quelque chose. Je me rappelle pas trop, il me pose une question et je réponds. Et là, pendant quelques secondes, il me dévisage et il me dit « Êtes-vous Christian Page ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Je vous écoute tous les vendredis soirs à Radio X. » C'est quand même amusant parce que, on le sait bien, le bassin premier des auditeurs de Radio X, c'est les gens de Québec. Ouais. Mais on voit de plus en plus donc des gens qui, par le biais de l'Internet, suivent l'émission dans d'autres régions du Québec et c'est tant mieux pour nous. Mais j'ai trouvé ça amusant un peu comme ça, que uniquement sur le son de ma voix, et avec un masque dans le visage, le type a reconnu la voix, dit « Ah, vous êtes Christian Page, puis je vous suis chaque semaine à l'émission de Radio X, puis j'aime bien ça. » Est-ce qu'il t'a touché pour savoir si tu étais bel et bien réel? Non, parce qu'on a respecté la distance des 2 mètres. All right, on parle de l'homme congelé. Ouais, l'homme congelé, c'est un épisode. Moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes étranges dans les années 70, on en parlait beaucoup. On continue d'en parler. C'est un sujet qui reste controversé. Il y a des gens qui disent « Ah, tout ça, c'est une falsification, une fraude ». D'autres continuent de défendre l'authenticité de ce dossier-là sur la foi des travaux de Bernard Ruvelmans ou encore de Ivan Sanderson. Donc, et c'est ce que l'on va faire. On va regarder les éléments pour et contre, mais d'abord, dans un premier temps, pour replacer les gens dans le contexte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'homme congelé, dont on fait une réédition de l'ouvrage de Ruvelmans, qui s'intitulait en français « L'homme du Néandertal est toujours vivant », qui va être qui va s'intituler « De Minnesota Iceman » dans sa version anglaise. Donc voici sans plus tarder l'histoire étrange de l'homme congelé du Minnesota. En 1967, Frank Hansen, un habitué des fêtes foraines, exhibe sa toute dernière attraction, le cadavre congelé d'un homme velu. D'après Hansen, la créature, qualifiée d'homme médiéval, aurait été découverte par des pêcheurs russes alors qu'elle flottait à la dérive dans un bloc de glace de 2700 kilos en mer d'Okhotsk. Dans une autre version, Hansen parlera plutôt de marins japonais à bord d'une baleinière. La créature aurait été envoyée à Hong Kong, où un milliardaire californien de l'industrie du cinéma en aurait fait l'acquisition. C'est ce même magnat qui l'aurait confié à Hansen pour qu'il l'exhibe dans des fêtes foraines à travers le pays. La dite curiosité, toujours conservée dans une enveloppe de glace, elle-même gardée dans un congélateur, dont le couvercle a été remplacé par une épaisse vitre, va bientôt devenir la plus importante affaire d'hominidés inconnus
depuis le tournage d'un film en octobre 1967 montrant le légendaire Bigfoot. Le 9 décembre 1968, un herpétologiste amateur de Milwaukee, Wisconsin, Terry Cullen, téléphone au zoologue Ivan T. Sanderson pour lui parler de l'homme congelé. Cullen raconte qu'il a vu la chose à quelques reprises dans des foires ambulantes et que, selon lui, elle vaut la peine d'être examinée par des professionnels. Cullen ne peut pas mieux tomber. Ivan T. Sanderson est plus qu'un simple zoologiste. Né en Écosse en 1911 et naturalisé américain, Sanderson est aussi un aventurier, un auteur populaire et un journaliste scientifique. Il est également un touche-à-tout de l'étrange. Il s'intéresse à la parapsychologie, aux ovnis et à toutes ces histoires de monstres, comme la créature du Loch Ness ou l'insaisissable Bigfoot. Ainsi donc, lorsque Terry Cullen lui parle de l'homme congelé, Sanderson est immédiatement accroché. Cullen lui raconte que l'attraction est un hominidé dont la taille se situe entre 1,50 m et 1,65 m, qu'il a le corps couvert de poils et une crête sagittale sur le dessus de la tête. La créature n'a cependant ni canine saillante, ni gros orteils opposables. L'arrière de son crâne, explique Cullen, est défoncé, comme si elle avait été blessée par balle. Il ajoute que ce monstre est la propriété, ou sous la garde, d'un résident de Rolling Stone au Minnesota, Frank Hansen. De sa résidence du New Jersey, Sanderson, chez qui se trouve en visite le zoologue belge Bernard Huvellement, le père de la cryptozoologie, n'est pas long à remonter jusqu'à Frank Hansen. Il lui demande d'examiner son spécimen. Le forain est plutôt embarrassé. Il hésite. Il accepte à la seule condition que cet examen reste confidentiel. Un rendez-vous est pris pour la semaine suivante. Le 16 décembre 1968, Ivan Sanderson et Bernard Huvellement débarquent au domicile de Frank Hansen. Celui-ci les entraîne vers une remorque garée près de la maison. C'est là qu'il garde son homme médiéval, toujours enfermé dans son cercueil réfrigéré. Si Hansen autorise les deux scientifiques à examiner son attraction, il leur en restreint aussi l'accès. Il est hors de question d'ouvrir le couvercle, vitré du congélateur, et encore moins d'en sortir la créature. Sanderson et Huvellement doivent se contenter de l'examiner comme le ferait n'importe quel curieux à la foire. La seule différence, c'est qu'ils sont autorisés à utiliser une lampe baladeuse pour mieux la détailler. Pendant 3 jours, ils vont donc examiner cet étrange spécimen. Il est difficile d'en avoir une vision claire. À plusieurs endroits, la glace est blanchie et opaque, rendant impossible l'examen de certains détails anatomiques. Le spécimen fait environ 1,80 m. Il ressemble à un homme, mais son corps est couvert de longs poils d'un brun foncé, presque noir, sauf sur le visage, la paume des mains et la plante des pieds. Il est étendu sur le dos. Son bras droit est placé le long du corps et sa main droite est ramenée sur l'aine, recouvrant en partie son pénis, bien visible, ce qui ne laisse aucun doute sur son sexe. Sa main gauche est ramenée au-dessus de sa tête. L'avant-bras fait un angle anormal, ce qui laisse supposer une fracture du cubitus. Un œil est manquant et l'autre est sorti de son orbite. Une plaie est visible derrière la tête. La créature a apparemment été abattue par un projectile d'arme à feu. Ce détail prouve que, contrairement au qualificatif que lui donne Hansen, la créature ne date pas de l'époque médiévale. Pour Sanderson et Huvellement, il ne fait aucun doute qu'elle est morte depuis peu, quelques années tout au plus. Les scientifiques notent aussi, autour du cercueil réfrigérant, cette odeur âcre et caractéristique de la chair en décomposition. Au lendemain de leur rencontre avec l'homme congelé, les scientifiques retournent chez eux.
Heuvelmans rentre en France et Sanderson retourne au New Jersey. Ils sont d'avis que l'affaire est trop extraordinaire pour être enterrée sans autre forme de procès. Durant la semaine de Noël, Ivan Sanderson, invité au célèbre Tonight Show de Johnny Carson, parle de l'homme congelé, malgré sa promesse de rester discret. From Hollywood, The Tonight Show starring Johnny Carson. And now, here's Johnny. Il plaisante avec l'animateur en baptisant la créature Bozo, du nom d'un clown célèbre du petit écran. Idem du côté de Heuvelmans. En février 1969, il publie un article dans le bulletin de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, dans lequel il baptise officiellement l'homme congelé du nom scientifique de Homo pongoïde, ce qui signifie homme à l'aspect de singe anthropoïde. Pour un zoologiste professionnel, cette étape est plutôt mal avisée. En sciences naturelles, la nomenclature d'une nouvelle espèce doit se faire en suivant un protocole strict, des règles dont fait fi Heuvelmans et qui lui vaudra de sévères critiques de la part de ses collègues. Quoi qu'il en soit, avec les propos de Sanderson devant les caméras de la NBC et l'article d'Heuvelmans, l'affaire de l'homme congelé commence à circuler dans les milieux scientifiques, aux grandes dames de Frank Hansen. Au début du mois de février 1969, alors que paraît l'article d'Heuvelmans, Ivan Sanderson envoie son dossier de l'homme congelé à son ami John Napier, directeur du programme de biologie des primates à la Smithsonian Institution à Washington, D.C. Sanderson ne cache pas son souhait de voir la prestigieuse Smithsonian s'impliquer dans ce dossier. Mais son enthousiasme, et par ricochet celui de Heuvelmans, est loin d'être partagé, à commencer par John Napier. En lisant son rapport et en parcourant ses schémas et ses diagrammes, le primatologue est loin d'être impressionné. Il a le sentiment que l'homme congelé est plus proche de la représentation folklorique que nous nous faisons d'un homme des cavernes que du portrait anthropologique réel. Bref, pour Napier, l'homme congelé est une caricature. Néanmoins, il réussit à convaincre ses supérieurs de participer à l'enquête sur la nature et l'origine de l'homme congelé. S. Dillon Ripley, le secrétaire de la Smithsonian, adresse une lettre à Frank Hansen. Il l'invite à soumettre son attraction à un examen exhaustif. Le forain refuse. Il prétend ne plus être en possession du dit spécimen, celui-ci ayant apparemment été retourné à son riche propriétaire californien. Il explique d'ailleurs que, lorsqu'il reprendra la tournée des foires à l'été de 1969, son homme congelé aura été remplacé par un modèle en latex très semblable à l'original. Hansen ajoute que le propriétaire du spécimen original n'autorisera plus jamais son exhibition. Dans une dernière tentative pour faire fléchir Hansen, le secrétaire Ripley demande la collaboration du FBI. Mais J. Edgar Hoover refuse sous prétexte qu'il n'existe aucune preuve que cette affaire cache quelque crime que ce soit. Pour la Smithsonian, l'histoire de Frank Hansen sonne faux. L'institution publie un communiqué de presse annonçant qu'elle se retire du dossier. En mai 1969, Ivan Sanderson, qui continue de croire en l'authenticité de l'homme congelé, publie 2 articles. Le premier dans le périodique scientifique italien Genus et le second dans le populaire magazine Argosy. Ces articles ont pour effet de replacer Frank Hansen sous les feux de la rampe. Le forain réagit. Le 20 avril, il tient une conférence de presse à sa ferme de Rolling Stone, près de Winona, au Minnesota. Il réitère que son homme congelé n'est plus qu'un faux en latex, fabriqué à sa demande. Des photographies prises à ce moment-là montrent d'ailleurs que ce nouvel homme congelé est légèrement différent de celui étudié par Heuvelmans et Sanderson. Sa bouche est plus ouverte et son gros orteil est plus décollé.
Stigmatisés par cet imbroglio, Heuvelmans et Sanderson se retrouvent seuls face au rouleau compresseur des médias. Les deux zoologistes sont d'autant plus isolés qu'aucun autre scientifique n'a examiné leurs découvertes. Ils ont beau rappeler la qualité de leurs travaux passés et, surtout, cette inquiétante odeur de putréfaction qui se dégageait du cercueil au moment de leur examen, la cause est entendue. L'homme congelé n'est rien d'autre qu'une attraction de foire. En juillet 1970, Frank Hansen confie au magazine Saga une énième version des origines de l'homme congelé. Il affirme avoir lui-même abattu la créature lors d'une partie de chasse dans le nord du Minnesota. Il l'aurait ramené chez lui en faisant promettre à sa femme de n'en parler à personne. Quelques années plus tard, pour des raisons nébuleuses, il aurait fait fabriquer un double en latex par des spécialistes d'Hollywood. Le moment venu, il aurait substitué ce double à l'original et ainsi trompé la presse, le public et les experts. Au milieu des années 1970, avec le déclin des fêtes foraines, Frank Hansen réadapte son exhibition pour qu'elle puisse être présentée dans des centres commerciaux. Le congélateur cercueil est remonté sur une espèce de scène mobile où les curieux peuvent détailler l'étrange créature présentée depuis l'article de Bernard Heuvelmans comme l'Homo pongoïde. Vers 1982, Frank Hansen prend sa retraite et, avec lui, son homme congelé. Quant aux deux autres protagonistes, Bernard Heuvelmans et Ivan Sanderson, le premier publie en 1974 « L'homme de Néandertal est toujours vivant », un pavé de 500 pages dans lequel il maintient que le spécimen observé chez Frank Hansen n'avait rien à voir avec un modèle en latex. Quant à Ivan Sanderson, il meurt en 1973, persuadé lui aussi de l'authenticité de l'homme congelé. Avec Christian Page et Marceau, Radio X. Alors voilà, on a entendu l'histoire de l'homme congelé du Minnesota. Tellement de questions. Et toi, Christian, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire-là? Écoute, cette histoire-là me fait penser, tu te rappelleras, il y a quelques années, il y a pratiquement maintenant 20 ans, il y avait eu cette histoire de film qui avait beaucoup circulé, qui était l'autopsie d'un extraterrestre. Oui. Je sais pas si tu te rappelles de ça, oui, qui avait été présenté d'ailleurs à l'émission de Claire Lamarche. Les frères Gosselin étaient venus, avaient parlé que selon eux, il s'agissait d'un trucage. Ils avaient même refait un mannequin en latex pour montrer à quel point on pouvait aisément reproduire ces images-là. Et ce qui m'avait frappé, moi, dans cette histoire-là de l'autopsie de l'extraterrestre, c'était de quelle façon, en fait, le propagandiste de cette histoire-là, qui était le propriétaire de ces images, un type qui s'appelait Raymond Santilli, avait, depuis le début, essayé de noyer le poisson dans toutes sortes de situations. Quand on lui posait la question, une question, il répondait par une autre question. Quand on demandait à voir quelque chose, il y avait toujours une bonne raison pour ne pas présenter la chose en question. Et pour moi, je trouvais ça un peu aberrant que personne ne... En fait, je dis personne. Beaucoup de gens voyaient là-dedans qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais les médias ont préféré jouer la carte comptable. Dans quelle mesure, si on achète les images à Raymond Santilli, dans quelle mesure ça va tirer un auditoire, que les images soient authentiques ou non. Les médias préféraient une carte comptable.
Mais de la part des amateurs de mystère, ce qui me frappait, c'est comment on s'arrêtait sur des petits éléments pour essayer de justifier l'authenticité de l'affaire, alors que les autres preuves qu'il s'agissait sans aucun doute d'une falsification étaient énormes. Et ça m'étonnait de voir dans quelle mesure on arrivait à faire ça. Puis les amateurs de mystère le font encore aujourd'hui. Hein, on a souvent parlé, par exemple, à l'émission de la Zone 51, Bob Lazar et ses histoires. Moi, je suis un peu atterré de voir à toutes les fois où Bob Lazar, et encore il y a quelques mois, il était passé à l'émission de Joe Rogan aux États-Unis. Donc Bob Lazar, pour ceux qui connaissent pas l'histoire du bonhomme, il raconte depuis qu'à la fin des années 80, il avait été embauché sur une base secrète militaire aux États-Unis, la base de la zone 51, et que son travail consistait à déconstruire, de faire de la rétro-ingénierie sur des engins de type extraterrestre pour voir si on pouvait appliquer cette technologie sur des engins communs. Et donc, et quand ce type-là disait « Je suis diplômé du MIT, je suis diplômé de la Caltech, je suis ingénieur, j'ai fait ceci. » Et dès qu'on vérifiait tous ces éléments-là, bien évidemment, on s'aperçoit que ce type-là n'a jamais fréquenté ni le MIT, ni la Caltech, il ment sur toute la ligne, il n'est pas ingénieur, il n'a jamais été membre d'aucune association d'ingénierie, il ment comme il respire. Hein. Bon, il a inventé une histoire d'éléments 115, alors que visiblement, il avait été puisé cette information-là dans le Scientific American, un magazine scientifique qui était paru quelques mois plus tôt. Tu sais, on est capable de remonter toute l'inspiration de ce Robert Lazar. On sait d'où il tire cet élément 115. On sait que ses soucoupes volantes, il les a empruntées à un contacté suisse qui s'appelle Billy Meyer. Donc, il a regardé des photographies de Billy Meyer, puis sa soucoupe volante, c'est identique. Tu vois, on est capable de suivre ça. Et malgré que tous ces éléments-là pointent toutes dans une seule et même direction, la fraude. On devrait voir ça écrit en gros, en lettres néon. Fraude, fraude. Non. Les gens qui veulent croire Bob Lazar et l'écoutent, par exemple, parler à l'émission de Joe Rogan, et là, il y a des vidéos qui circulent sur YouTube où on voit des synergologistes. Est-ce que tu sais c'est quoi un synergologiste? Bien sûr. Ce sont des gens qui analysent nos gestes, nos mouvements, et qui disent, en fonction d'une grille d'évaluation, que si tu te grattes le nez ou si tu te frottes le sourcil au moment où on te pose une question, c'est peut-être parce que tu mens ou tu dis la vérité, donc etc. Il faut savoir que la synergologie, c'est une pseudo-science. Hein? Ce n'est pas une science établie, et c'est un peu comme le détecteur de mensonges. Ça ne peut pas prouver si tu mens ou tu dis la vérité. Le détecteur de mensonges, il ne détecte pas les mensonges. Il détecte des comportements physiologiques. Hein, à partir du moment où tu vas te mettre à mentir, tu auras une respiration accélérée, tu vas davantage avoir des tremblements, tu vas suer davantage, et ce sont tous ces petits éléments-là qui seront pris en considération pour dire « Ah, c'est drôle, quand on parle de tel sujet où on lui pose telle question, il se met à transpirer davantage, il y a des battements cardiaques qui augmentent, et ça nous laisse supposer. » Hein, je dis bien supposer que notre bonhomme y ment. Mais il faut quand même savoir que des tueurs en série ont réussi à déjouer le polygraphe. Hein. Je pense par exemple à Theodore Bundy. Il a passé 2 fois le test du polygraphe, puis les 2 fois il l'a réussi. Hein. Et pourtant, on le sait, il a assassiné une dizaine de jeunes femmes. Il a été condamné et exécuté pour ces crimes. Donc la synergologie, c'est une pseudo-science. C'est encore moins certain que le détecteur de mensonges. Et d'ailleurs, des spécialistes en neurolinguistique nous disent ça vaut absolument rien. Mais néanmoins, il y a certaines personnes qui aiment croire que, effectivement, il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Quand tu parles, puis tu te grattes le sourcil, peut-être que ça veut dire que tu mens. Puis quand tu regardes à gauche plutôt qu'à droite devant telle ou telle question, ça se peut que tu cherches à inventer une réponse. Mais peu importe. Quand je pense que mon gars a fait quelque chose puis il regarde à terre, ça me fait dire qu'il y a quelque chose à se reprocher. Ou quand il va te voir et il dit, avant que tu lui poses la question, il te dit « Papa, c'est pas moi qui ai brisé la vitre sur la voiture. » Il t'annonce déjà son crime. Mais bref, donc la synergologie, il faut prendre ça avec un grain de sel. Et là, tu vois, dans l'affaire de Bob Lazar, il y a des gens qui regardent l'entrevue qu'il a fait à Joe Rogan, et là, il y a une pléthore de vidéos qui circulent sur YouTube où des gens, des synergologues, analysent le comportement de Bob Lazar, puis là, ils disent
Oui, quand Joe Rogan pose la question à Lazare ne vacille pas, il regarde pas à gauche ou à droite, il regarde Rogan dans les yeux, il se gratte pas le nez, il se gratte pas la joue. Hey, on s'en fout qu'il se gratte le nez, qu'il se gratte n'importe quoi. Le dossier qui prouve que Lazare est un menteur, il est énorme. Donc, comparer ça à une analyse pseudo-scientifique d'un synergologue, ça vaut strictement rien. Et pourtant, des gens vont dire « Oui, mais les synergologues qui ont analysé le comportement de Lazare l'ont trouvé crédible. » So what? En quoi peut que peut peser le commentaire ou l'analyse d'un synergologue versus un dossier clairement étoffé qui montre qu'on est en présence d'une fraude? Mais quand tu veux croire, c'est un peu ce qui se produit. Tu vas te rattacher à des événements comme ceux-là pour essayer de justifier ton adhésion. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire l'histoire de cet homme congelé du Minnesota, on est exactement dans les mêmes eaux, hein? Les eaux de Bob Lazar, on est l'histoire de l'autopsie de l'extraterrestre, on est exactement dans la même situation. On a dès le départ deux scientifiques qui veulent croire. Hein? Puis là, écoute, c'est une analyse, c'est mon analyse. Là. Je suis d'accord que des gens qui nous écoutent ne seront pas nécessairement avec l'analyse que j'en ferai, mais on a deux scientifiques qui veulent croire à ce qu'ils racontent. Hein? C'est-à-dire que Heuvelmans et Sanderson, ce sont deux individus, particulièrement dans le cas de Sanderson, qui sont très férus de fantastique, d'extraordinaire, d'ovnis, de parapsychologie et tout le reste. Alors que Heuvelmans, c'est davantage la zoologie non reconnue, hein, la cryptozoologie. Mais dans l'ensemble, ce sont deux individus qui sont un peu embrigadés dans ces croyances un peu hors normes, qui laisse la porte ouverte à quelques réalités fantastiques. Et là, on leur dit, voilà, il y a ce type-là, qui est un bonhomme congelé qui présente ça de foire en foire. Donc déjà là, la créature que l'on présente dans des foires ambulantes, dans un freak show, ça paraît déjà un peu surprenant. Hein? Tu te dis, bon, si c'était l'objet d'une révolution scientifique, je suis pas convaincu qu'on l'exhiberait dans un freak show. Mais néanmoins, donc les deux bonhommes prennent rendez-vous, rencontrent Hansen, et là, Hansen dit, ben moi, je suis pas le propriétaire de la créature. Donc, comme je suis pas le propriétaire, il leur impose des éléments. Vous pouvez pas ouvrir le cercueil, vous pouvez pas sortir la créature, vous pouvez pas la décongeler, mais en même temps, il leur raconte toutes sortes d'affaires qui montre que s'il n'est pas le propriétaire de la créature, il a quand même sa main mise sur plein de choses. Il raconte à Heuvelmans et Sanderson ce qu'il va faire avec la créature, comment il va l'exhiber l'été prochain, bon, etc., etc. Et là, il prend des décisions spontanées pour la parole du propriétaire. Il s'exprime quasiment au nom du propriétaire alors qu'il discute pas avec lui. Heuvelmans ou Sanderson lui pose des questions et lui répond comme si c'était le propriétaire de la chose. Et ça paraît étrange. Il y a un élément à un moment donné dans la conversation où que Heuvelmans raconte dans son livre « L'homme du Néandertal toujours vivant » où il raconte que lorsqu'il parle à Hansen lui dit que de son côté, il ne sait pas si la créature est authentique. Il dit ne l'avoir jamais dégelée, ne l'avoir jamais sortie de son cercueil. Écoute, c'est invraisemblable. Cette histoire-là, moi, j'aurais tourné les talons. De s'imaginer que le forain se déplace à travers les États-Unis en transportant dans son camion quelque chose dont il connaît pas la nature. Imagine-toi si tu te fais arrêter par un policier de la route. Tu justifies comment ton affaire? Ah, j'ai un bonhomme d'un cercueil de vitre, je sais pas s'il est vrai ou pas vrai, je sais pas s'il est rempli de cocaïne, je sais pas rien finalement. Il y a une balle dans le corps. Ouais, il y a une balle dans le corps, c'est pas tout. Écoute, rien que ça, là, tu te dis, mais ça, je m'étais fait raconter cette histoire-là, j'aurais pris mes jambes à mon cou, je m'aurais dit, écoute, ça sent la fraude à plein nez. Ensuite, le fait que lorsque Heuvelmans et Sanderson se présentent chez Hansen, toutes les contraintes qu'il leur met pour les empêcher de s'approcher de trop près de la créature. Tu sais, vous pouvez la regarder à travers la vitre, mais vous pouvez pas ouvrir le couvert de vitre, vous pouvez pas toucher la créature, vous pouvez pas prendre d'échantillons. Bref, vous ne pouvez rien faire d'autre que si vous aviez payé votre 25 sous, parce que c'est le prix que Hansen chargeait dans les foires ambulantes, il chargeait donc 25 sous pour que les gens puissent voir la créature. Donc ces gens-là n'ont pas plus de liberté, nos deux scientifiques n'ont pas plus de liberté qu'une personne qui aurait payé son admission à 25 sous dans une foire. Et là, déjà là, Heuvelmans et Sanderson auraient dû se dire, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Ensuite,
Il regarde la créature, la voit, elle est difficilement visible, hein, parce qu'à plusieurs endroits, la glace est blanchie, donc on ne voit que de façon très très floue certaines caractéristiques de la créature. Et à partir de là, Heuvelmans et Sanderson vont un peu s'enthousiasmer et là vont essayer d'attirer des gens, et notamment la Smithsonian Institute, pour qu'ils s'intéressent à cette histoire-là. Mais je peux comprendre les réserves de la Smithsonian en disant, sur la foi de vos images, sur la foi de ce que vous présentez, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Qui plus est, c'est vrai que la créature, on le sait aujourd'hui, quand on voit les dessins que Heuvelmans a fait de la créature, c'est clairement un homme préhistorique comme on l'imaginait dans les films des années 1950. Tu sais, le genre de bonhomme avec des grosses arcades sourcilières, le corps couvert de poils, puis là, il lui manquait qu'un bâton entre les mains, puis il a fait des puis on est dedans, là. Alors qu'on sait aujourd'hui, les recherches menées en anthropologie au cours des 50 dernières années nous ont donné une toute autre vision de ce qu'étaient nos ancêtres. On sait aujourd'hui, par exemple, que les humanités se sont pas succédées les unes derrière les autres, mais certaines humanités se sont côtoyées. Moi, je me rappelle quand j'étais, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais enfant à l'école, on nous disait que l'homme, on avait cette espèce de graphique, on voyait un singe à la base, et au final, on avait l'être humain, l'Homo sapiens. Et à travers ça, du singe à l'Homo sapiens, on avait toute l'évolution, l'Australopithèque, le Cro-Magnon, le Néandertalien, et enfin l'homme moderne. Et on avait l'impression, et c'est un peu ce que nous disaient nos enseignants, c'est que ces humanités s'étaient succédées à travers un mécanisme d'évolution pour donner naissance à l'homme moderne. Alors qu'on sait que c'est pas vrai maintenant. Plusieurs humanités se sont côtoyées à un moment donné. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule humanité sur Terre, et c'est l'Homo sapiens. Il n'y a pas d'autre espèce humaine que l'Homo sapiens. Il y a des groupes, il y a des Asiatiques, par exemple, on a les Africains, on a les Européens, les Caucasiens, les gens de race noire, les gens blancs, les gens un peu plus basanés du Moyen-Orient, mais on est tous d'une même humanité, l'Homo sapiens. Il n'y a pas d'autres humanités. Mais c'est faux de croire que ça a toujours été comme ça. À un moment donné, dans l'histoire de l'évolution, les hommes du Néandertal, l'Homo sapiens, l'Homo florensis se côtoyaient. On avait donc au moins trois humanités qui se côtoyaient les unes les autres. Deux d'entre elles ont complètement disparu et c'est l'Homo sapiens qui est demeuré. Mais l'homme du Néandertal n'est pas mon ancêtre à moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Cette lignée-là de l'homme du Néandertal a disparu. Il y a eu très certainement des mixages, on le sait par l'ADN, il y a eu des mixages à un moment donné entre des Homo sapiens et des hommes du Néandertal ou des femmes du Néandertal, et on a des résidus d'ADN qui montrent que ce mixage-là s'est produit. Mais techniquement parlant, l'homme du Néandertal n'est pas l'ancêtre de l'Homo sapiens, c'est une lignée d'humanité qui a disparu. Mais on avait toute cette vision-là. Et c'était très populaire dans les années 60, quand j'allais à l'école, c'est ce qu'on nous enseignait. Or, l'homme congelé du Minnesota, il est à l'image de ça. On a l'impression de voir une représentation d'un homme du Cro-Magnon tel qu'on l'illustrait dans les livres dans les années 50 et 60. Alors qu'aujourd'hui, on sait que ces gens-là n'avaient pas le corps couvert de poils comme on l'imaginait à l'époque. Le trait était beaucoup moins grossier qu'on l'imaginait également. Les arcades sourcilières n'étaient pas aussi prononcées qu'on le voit dans les films. Donc, il y a toute une autre vision que l'on a. Or, l'homme du Néandertal, on comprend la position du Smithsonian Institute qui avait dit « L'homme du Néandertal nous semble être une caricature ». Et c'était tout à fait vrai. Ensuite, quand on demandait à Heuvelmans ou Sanderson ce qui les avait surpris, outre ce qu'ils disaient avoir vu en regardant cette créature, ils revenaient souvent sur l'argument que lorsqu'ils étaient près du cercueil, ils avaient cette espèce d'odeur de chair en décomposition qui régnait autour du cercueil, qui les amenait à conclure qu'il devait s'agir d'une créature faite de chair et d'os. Mais ça, c'est un vieux truc de forain. On peut imaginer lorsque
lorsque Hanson faisait voir sa créature dans les freak shows des foires ambulantes, évidemment, tu paies ton entrée. On veut pas te dire que tu dois rester seulement 2 minutes aux côtés du cercueil, mais on veut pas que tu restes trop longtemps parce que plus il y aura de gens qui vont pénétrer dans la tente, bien évidemment, c'est plus de 25 sous qui vont entrer dans la caisse. Donc, ce que l'on faisait, les forains faisaient à ce moment-là, c'est qu'ils plaçaient soit sous l'exhibit ou derrière l'exhibit, on plaçait un morceau de poisson ou un morceau de viande en putréfaction, et l'odeur devenait tellement intolérable que toi qui entrais, qui voyais la créature, tu devais te boucher le nez pour la regarder. Mais évidemment, tu restais pas là 10 minutes, tu regardais ça en pinçant le nez, puis là tu ressortais parce que l'odeur était intenable. C'est un vieux truc de forain, ça. On le fait dans plein de trucs. Hein. Il y a des restaurants de restauration rapide, pour ne pas les nommer, qui ont calculé que leur fauteuil, en faisant leur dossier à tel ou tel angle, faisait que les gens restaient moins longtemps. Donc, tu t'assois, tu consommes ta nourriture, mais tu ne resteras pas là 2 heures parce que tu vas t'enkyloser. Et ça, c'est clairement voulu pour faire une espèce de roulement dans la clientèle, pour pas que les gens restent à flâner pendant 2 ou 3 heures sur les sièges. Donc, c'est des trucs qui sont bien connus dans le domaine du commerce et dans le domaine des forains. L'idée de mettre un petit morceau de viande comme ça pour que ça sente mauvais, pour faire que les gens défilent rapidement, c'est un truc qui était connu. Donc, lorsque Heuvelmans et Sanderson nous sortent cette histoire-là, tu dis, c'est pas particulièrement convaincant. Donc, tout dans cette histoire-là sent mauvais. Et malgré que les gens ont dit oui, mais c'est vrai que Sanderson puis Heuvelmans, c'était quand même des zoologues, c'était des gens qui étaient réputés, c'était quand même des gens qui voulaient croire. Et là, j'arrive à ma propre investigation par rapport à ça. Moi, j'ai commencé, j'avais entendu parler de cette histoire-là de l'homme congelé depuis les années 70. Il n'y a pas presque tous les ouvrages qui traitent de ces sujets-là évoquent cette affaire-là. Et puis, en 1996, j'ai décidé de je décide de réouvrir une investigation personnelle sur l'affaire de l'homme congelé. J'ai réussi à rejoindre Bernard Heuvelmans au Vésinet en France. Il faut savoir que 2 ans plus tôt, la série Unsolved Mysteries aux États-Unis avait fait un volet consacré à l'homme congelé. Et ils avaient contacté Heuvelmans qui les avait envoyés promener. Alors je m'attendais bien sûr à recevoir une réponse du même genre, mais Heuvelmans s'est plutôt montré amical. Donc on a échangé sur toutes sortes de sujets et bien sûr on a parlé de l'homme congelé. Et en 1996, Yannick, Heuvelmans demeurait persuadé que la créature qu'il avait observée était bel et bien la vraie. Pour lui, il n'y a aucun doute qu'il y avait une vraie créature et une fausse créature. Et quand je lui ai fait remarquer qu'entre la fausse et la vraie, parce que lui dit qu'il y avait d'abord la vraie créature et ensuite Hanson l'a remplacé, comme il l'a toujours dit, par un modèle en latex. J'ai dit, c'est vrai qu'il a prétendu ça, mais quand on regarde la créature soi-disant en latex, donc après décembre 1968, versus les images que l'on a de la créature avant, c'est exactement la même créature. Sur la photo avant et après, elle a un petit peu plus la bouche ouverte, le bras a un petit peu changé, le pied a changé d'angle également, mais il suffisait à Hanson simplement de décongeler son modèle, bouger un peu les membres, ouvrir un peu la bouche, recongeler le tout, et merci, bonsoir. Il ne faut pas se donner une peine, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ça semblait simple de faire ça. Mais malgré ça, malgré cet argumentaire-là, Heuvelmans restait convaincu que la créature qu'il avait observée était authentique, il n'en démordait pas. Donc, parfait, j'ai pris note de sa position. Il faut savoir que je n'ai pas pu parler à Sanderson parce qu'il est décédé en 1973 d'un cancer. Néanmoins, j'ai pu parler avec un type qui s'appelle Mark Hall, que j'ai interrogé d'ailleurs dans un épisode de Dossier Mystère où on parle des Thunderbirds, donc les oiseaux géants. Ce Mark Hall était le bras droit de Sanderson. Et quand j'ai abordé avec Mark Hall cette histoire-là de l'homme congelé, Hall de me répondre que Sanderson, à la fin de sa vie, en 1973, il restait convaincu que la créature devait être vraie, mais pas toujours. C'est un peu comme j'y crois les lundis, les mercredis puis les vendredis, mais les mardis et jeudis, j'ai des doutes. Donc, on voit un peu là que la foi de Sanderson pour la créature commençait à s'émousser à ce moment-là. Au moment de son décès, il commençait à éprouver des doutes. Et puis finalement, et c'est un peu le coup de grâce,
je décide de contacter, j'ai réussi à retrouver Frank Hansen, qui est toujours vivant. Donc, au printemps 2002, je contacte Frank Hansen. Et là, c'est un vieux bonhomme, hein, il est âgé de 80 ans, je le rejoins, et là, je vais lui parler de l'histoire de l'homme congelé. Il me dit que sa mémoire a plusieurs trous, mais il me dit qu'il est encore propriétaire de l'homme congelé. Il dit « j'ai gardé tout ça parce qu'on le sait, dans les années 70, avec le déclin des foires, il a réadapté son exposition pour que son cercueil puisse tenir dans une espèce de boîte qu'on pouvait ouvrir et qui faisait comme une plateforme en même temps, et il présentait cette créature à travers les États-Unis dans des centres commerciaux. Et principalement à l'Halloween, c'était très populaire. Et là, il me dit, j'ai gardé le cercueil, j'ai gardé tout ça, c'est dans un hangar, j'ai encore la créature. Bon, on parle de ça. Et là, on se met à parler de, est-ce qu'il y a eu réellement une fausse créature? Donc, c'est vrai qu'Hansen, au départ, commence à me dire, vous savez, il y avait 2 créatures, il y avait celle en latex, puis... Et là, je lui dis, je la connais, cette histoire-là, puis j'ai dit, bon, j'ai fait des recherches, et j'ai déterré un document de la Smithsonian Institute qui montre très clairement qu'en 1967, donc 1 an avant que Heuvelmans et Sanderson analysent la créature, en 1967, j'ai dit, on a une facture qui prouve que vous avez commandé la fabrication d'un homme des cavernes en latex à une compagnie de Californie. Et là, je sens que Hansen, à l'autre bout du fil, il est comme ébranlé que j'ai ce document-là en main. Et là, il commence à me dire, c'est vrai, mais il dit, il y avait un autre modèle. J'ai dit, non, ouais, mais s'il y avait un autre modèle, pourquoi, lorsque Heuvelmans et Sanderson sont allés voir l'homme congelé, pourquoi ne pas leur avoir dit que vous aviez dans votre garage, ailleurs, un modèle en caoutchouc? Hein? Pourquoi ne pas les avoir dit? Et pourquoi en avoir parlé du modèle en caoutchouc qu'après la supposée menace, pas une menace, mais la demande du Smithsonian d'enquêter sur le bonhomme? Là, vous nous sortez l'histoire du bonhomme de caoutchouc, mais dans les faits, ce bonhomme de caoutchouc, vous l'aviez commandé au moins 1 an avant. Et là, finalement, puis je sais que là, ça va faire pouette pour les gens qui nous écoutent, coït interrompu, mais Hansen avoue la fraude. Il me dit qu'effectivement, il a commandé en 1967 cette espèce de bonhomme en latex qu'il a commandé à un spécialiste des effets spéciaux, un type qui s'appelait Howard Ball, qui avait un atelier à Torrance, en Californie, qui lui a commandé la créature. Et lorsqu'il a pris livraison de la créature, on est toujours en 1967, donc au moins 1 an avant l'expertise de Heuvelmans et Sanderson, il dit, quand j'ai récupéré la créature, j'étais insatisfait de la fourrure de la créature. Alors à ce moment-là, il a commandé un certain Peter à des spécialistes en taxidermie, Peter et Mary Corral, d'implanter les fameux poils qui, eux, ont fait un travail remarquable. Ils ont pratiquement implanté 1 à 1 les poils dans la créature pour lui donner cet aspect hyper réaliste. Et là, donc, c'est cette créature en latex que Hansen me dit que j'ai toujours dans mon hangar, etc. Et quand je lui demande, est-ce que c'est cette créature, oui ou non, est-ce cette créature que Heuvelmans et Sanderson ont regardé en décembre 1968. Et sans dire oui ni sans dire non, Hansen me répond, la réponse a été d'après vous. C'est ça qu'il me dit, d'après vous. Mais tu sais, ça répondait à tout. C'est d'après vous, c'est ça. Je pense qu'il n'y a jamais eu de véritable homme congelé. Tout ça n'a jamais été rien d'autre qu'une créature en latex. Et aujourd'hui, il faut savoir que cette créature, à la mort de Hansen est décédé, je pense, 1 an ou 2 après notre conversation. La succession ont retrouvé dans un hangar, effectivement, dans un dépôt, le fameux sarcophage, le cercueil, avec le mannequin en caoutchouc. Et aujourd'hui, on a reproduit exactement ça. Il a été vendu à un musée à Austin, au Texas, qui s'appelle The Museum of the Weird, le musée des affaires bizarres, qui ont acheté le truc. Ils l'ont ramené, donc il a été acheminé de Winona, ou dans le hangar de Winona, où la créature était gardée, au Minnesota. Elle était amenée au Texas. Et aujourd'hui, si vous visitez le Museum of the Weird,
Ils ont refait exactement la même chose qu'Hanson. Donc, ils ont récupéré le sarcophage, ils ont récupéré le mannequin en latex, qui était encore en très, très bonne condition, et ils l'ont simplement remis dans une espèce d'enveloppe de glace et qui donne on a l'impression, quand on le voit, exactement de ce que pouvaient ressentir Heuvelmans ou Sanderson quand ils l'ont analysé en 1968 et qui se sont très clairement laissés duper par cette créature. Et là, les gens disent, oui, mais c'était quand même 2 zoologues professionnels. Le problème ici, et ça c'est souvent un élément qu'on rencontre dans le domaine du paranormal, c'est qu'on ne s'adresse pas aux bons experts. Heuvelmans et Sanderson étaient des zoologues, des spécialistes des animaux, donc ils regardaient ça. Mais si on avait fait appel à quelqu'un qui était un spécialiste des trucages, un spécialiste des créatures en latex, un spécialiste des effets spéciaux, probablement qu'en regardant la créature, il aurait vite compris de quoi il s'agissait. Donc, Heuvelmans et Sanderson, je me rappelle quand je parlais avec Heuvelmans de la créature, il m'a fait la réflexion en me disant... Cette créature que j'observais dans son bloc de glace, il dit, faut se rappeler qu'on est en 1968 et en 1968, les meilleures réalisations qu'on avait étaient le film La planète des singes et l'Odyssée de l'espace, le 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans les 2 cas, on parle dans l'Odyssée de l'espace, ce sont des costumes complets d'hommes préhistoriques là, qu'on voit au début du film. Pour ceux qui n'ont pas vu le film 2001, l'Odyssée de l'espace, la séquence d'entrée nous montre un groupe d'hommes préhistoriques, probablement des australopithèques là, qui tapent avec des bouts de bois. Et puis à un moment donné, il y a cette espèce de stèle extraterrestre et on voit l'éclosion de l'intelligence. Donc, Heuvelmans me dit, vous regardez les films de 68, il y avait l'Odyssée de l'espace et il y avait La planète des singes, où malgré la qualité du travail qui avait été fait, les masques demeuraient quand même assez statiques. On voyait quand même que c'était des prothèses en plastique, en caoutchouc. Et là, Heuvelmans, c'est un peu sa référence. Il me dit, voilà, il y a ces films-là, et on voit que c'était très difficile de fabriquer ça. Et moi, j'ai répondu à Heuvelmans, j'ai dit, votre problème en faisant cette comparaison, c'est que les réalisateurs du film La planète des singes et les réalisateurs de l'Odyssée de 2001, eux ont dû, les gens des effets spéciaux ont dû composer au fait que c'était des costumes qui avaient des gens vivants dedans et qui bougeaient. Tu comprends? Donc, il y a des contraintes que ces gens-là devaient tenir compte, alors que créer un mannequin en latex et le placer dans un congélateur, écoute, il n'y a pas de contrainte. À un moment donné, une fois que tu as fait la créature, puis ta gèle, ça vient de finir là, elle n'a pas à bouger, elle n'a pas à se déplacer, elle n'a pas à parler. Donc, la comparaison était tout à fait boiteuse, mais je voyais que Heuvelmans, il tenait énormément cette comparaison-là pour essayer de justifier qu'il continuait de croire en l'authenticité de l'homme congelé. Bref, tout ça pour te dire, Yannick, que c'est ma position. Je sais que le sujet est encore très débattu. Encore l'an dernier, il y a un ouvrage qui est sorti aux États-Unis sur le Minnesota Iceman, dans lequel l'auteur défend âprement la position d'Heuvelmans et Sanderson en disant non, c'est sûr, c'est une vraie créature, on s'en est débarrassé, mais c'était authentique. Reste que de mon côté, par les déclarations à la fois de Hanson, qui est pratiquement un aveu ouvert que la créature a été truquée puis qui s'est payé la tête d'Heuvelmans et Sanderson, plus tous les autres éléments qu'on a en main, donc dont notamment ce certificat de fabrication d'un mannequin en latex qui date de 1967 et non pas de 68 ou 69 comme Hanson le disait, donc bien avant qu'Heuvelmans et Sanderson fassent leur analyse de la créature. Tout ça me permet d'affirmer haut et fort que l'homme du Minnesota était une fraude et que malheureusement, Heuvelmans et Sanderson ont été dupés par un solide arnaqueur. Quand tu sors de chez lui après l'avoir rencontré, là, puis là, tu te rends compte que tu l'as vraiment pincé, puis tu l'as confronté, puis qu'il t'a dit la vérité, ça doit être un beau petit sentiment de fierté, ça. En fait, je l'avais au téléphone. Ah, tu l'avais au téléphone? Oui, je l'avais au téléphone. Puis écoute, le moment clé, là, il y a 2 moments clés dans cette conversation. Quand je lui ai dit, je sais qu'en 67, vous avez fait fabriquer un mannequin en latex, j'ai dit, on a le reçu, en fait, de ça, le contrat de fabrication qui date de 1967. Et là, je sens, là, il y a 2 éléments que j'ai sentis au téléphone. J'ai senti, d'une part, que Hanson semblait comme, bon, OK, il le sait, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il était un peu comme soulagé. C'est un peu comme si, bon, OK, j'aurais pas besoin de le bourrer, il est au courant de l'affaire. Donc, il y a eu ce momentum, et l'autre momentum, c'est quand je lui pose la question, est-ce que c'est ce mannequin en latex qu'Heuvelmans et Sanderson ont analysé? Et là, il me répond, d'après vous.
C'est là j'ai compris que poser la question, c'était y répondre. Et ça a été pour moi une espèce de petite victoire, de dire, bon, ben parfait, j'ai réussi, là où tout le monde semblait avoir... Puis, je l'ai pas cuisiné tant que ça. Visiblement, les gens, je peux comprendre qu'à l'époque où le forain présentait sa créature dans les centres commerciaux, ben il voulait conserver cette espèce d'aura que c'était peut-être la vraie créature. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un énorme laxisme de la part des amateurs de mystère qui, depuis que l'exhibition est terminée, donc depuis, disons, le début des années 80, peu de gens se sont visiblement inquiétés ou posé la question, et peu de gens ont visiblement posé les questions à Hansen, parce que, tu sais, je ne l'ai pas tordu un bras, là. La conversation était assez ouverte, assez amicale, même s'il me disait qu'il y avait des bouts où on voyait qu'il manquait un peu la mémoire, là. Ouais. Il était quand même très âgé, mais... Tu sais, je veux dire, je l'ai pas menacé de rien. C'est assez spontané quand il me fait les aveux que tout ça était visiblement une fraude. Puis il semblait un peu assez amusé de voir que cette histoire-là continuait de faire débat. Alors que, pour lui, l'affaire était réglée depuis très longtemps. T'as pas idée à quel point j'ai reçu des messages concernant l'individu qui se serait fait tuer puis qui était justement dans ce cercueil de glace. Parce que là, les gens disent, mais là, ils ont-tu retrouvé le gars? Il est-tu mort? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un homicide qui n'a pas été résolu. C'est ça. Donc, c'est un mannequin à latex, puis le mannequin à latex, aujourd'hui, la raison, puis c'est amusant parce que Heuvelmans, même quand on lui posait la question pourquoi Hansen aurait-il raconté une histoire un peu fantaisiste du cadavre sur la créature préhistorique qui flotte d'un bloc de glace récupéré soit par un bateau russe, soit par un baleinier japonais. Et là, Heuvelmans invente, pas il invente, mais il imagine un scénario qui est tout à fait rocambolesque, hein, pour essayer de justifier encore une fois son adhésion. Il dit, à mon avis, il devait s'agir d'une créature humanoïde qui aurait été tuée durant la guerre du Vietnam. Et là, c'est purement spéculatif, là. Il n'y a absolument rien pour appuyer ça. Il dit, à mon avis, créature qui aurait vécu en Indonésie, quelque part, et aurait été abattue durant la guerre du Vietnam, d'où la marque de la balle. Et ensuite, la créature aurait été ramenée aux États-Unis dans un body bag, un sac de cadavres, parmi d'autres victimes de la guerre, d'autres soldats qui seraient tombés au combat. Et c'est comme ça que la créature aurait rentré aux États-Unis. Et là, il me dit, Hansen, probablement qui est au courant de cette histoire-là, et il invente la fable du baleinier russe ou du baleinier japonais pour essayer d'expliquer comment la créature est rentrée. Mais dans le fond, l'histoire que lui proposait était tout à fait fantaisiste. La solution la plus simple, c'était que c'est un mannequin à latex. Ça veut dire, dès le départ, d'ailleurs, quand on commence à cuisiner un peu en 1968, quand on commence à cuisiner Hansen, quelle est sa première tentative d'échappatoire? C'est de dire, je n'ai plus la créature, je l'ai retournée à son propriétaire, c'est un mannequin à latex. Il le dit ouvertement, là, c'est un mannequin à latex, puis c'est celui-là que je vais exhiber. Donc, la question la plus simple, c'est de se dire, si c'est un mannequin à latex maintenant, pourquoi 6 mois plus tôt, ça aurait été autre chose qu'un simple mannequin à latex? Ça devenait en soi assez évident, et pourtant, les gens y ont cru, puis certains continuent d'y croire encore aujourd'hui. Alors, voilà pour l'homme congelé du Minnesota. D'ailleurs, je dois te dire, Yannick, que je suis en train d'écrire un prochain livre. Oui. Et ce prochain livre sera les grandes fraudes du paranormal. Donc, l'histoire de l'homme congelé va s'y retrouver en bonne liste avec tous les détails, le transcript complet de la conversation que j'avais eue avec Hansen et la conversation que j'avais eue avec Heuvelmans. Et bon, etc., et tous les détails, les facsimilés pour l'achat de la créature ou de la fabrication que j'ai en archive. Donc, les gens pourront voir toute cette documentation-là. Tu devrais te faire encore des amis avec ce livre-là. M'en fais toujours. On revient. Oui, absolument. Radio X Files avec Christian Page et Marceau, Radio X. « 19h40, dernier segment de Radio X-Files avec Christian Page. On passe maintenant de l'homme congelé du Minnesota à chronoviseur. Christian, qu'est-ce que le Écoute, c'est une question qui m'a été posée par un auditeur et j'ai été surpris de cette question-là parce que c'est un sujet qui est très, très peu connu
dans le domaine de l'étrange et du paranormal, l'histoire du chronoviseur. Donc, qu'est-ce que c'est le chronoviseur, hein? Viseur et chrono, donc l'appareil qui permet de voir à travers le temps. Donc, il existe dans l'univers du paranormal une espèce de rumeur voulant que quelqu'un, quelque part, aurait mis au point une machine qui permettrait de voir dans le passé. Et ça, c'est assez amusant, c'est une histoire qui est excessivement complexe. Je vais essayer de la résumer. On pourrait faire une émission complète uniquement là-dessus. Je vais essayer de la résumer. Moi, la première fois que j'entends parler du chronoviseur, je suis en train de tourner, j'avais jamais entendu parler de ça. On est en train de tourner à la recherche des reliques saintes. Et je me retrouve à Paris chez le père François Brune. Le père Brune s'est fait beaucoup connaître dans les années 90 parce qu'il s'intéressait à ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Donc, c'est l'idée d'utiliser des appareils pour communiquer avec les défunts. Donc, c'est un prêtre catholique qui s'intéressait, bon, évidemment, il y a sa formation de prêtre, mais l'idée de la communication avec l'au-delà l'intéressait beaucoup. Et il s'est intéressé notamment, pour ceux que je réfère à la série « À la recherche des reliques saintes », il y a un épisode que je parle de la tilma de Juan Diego, donc une espèce de cape ou de manteau qui était fait en fibre végétale au Mexique et sur lequel serait apparue une image de la Vierge Marie. Et le père Brune avait écrit un ouvrage sur le sujet. Je me retrouve donc chez le père Brune, que je connaissais déjà pour ses intérêts pour la transcommunication. Je me retrouve chez le père Brune à Paris, et là on se met à parler bien sûr de cette cape, ce manteau sur lequel est apparue l'image de la Vierge Marie. On se met à discuter, et là tout d'un coup le sujet glisse, et il se met à me parler du chronoviseur. Et là, il me raconte un peu cette histoire-là. Il en a parlé pour la première fois en 1993 dans un livre qui s'intitulait « À l'écoute de l'au-delà ». Donc là, on revient à cette passion qu'il a de communiquer avec l'au-delà. Et là, la façon dont il raconte l'histoire, il parle de deux individus, un type qui s'appelait Agostino Gemelli et Pellegrino Ernetti, donc deux Italiens qui, en 1952, auraient capté des sons, alors qu'ils étaient à l'extérieur, ils auraient capté des sons d'une voix que Gaminelli, en réécoutant la bande audio, a reconnu comme étant la voix de son père qui était mort quelques mois plus tôt. Et donc, on reste dans ce cadre-là de communication avec l'au-delà par des instruments électroniques. Et là, il me dit, bon, ben voilà, Gamelli enregistre ce son-là, il est avec Ernetti, ils écoutent la bande audio, et voilà, ils entendent cette voix qui semble être celle du père de Gamelli, mort quelques années plus tôt. C'est assez curieux parce que dans l'histoire de la transcommunication instrumentale, généralement, il y a un incident qui est assez semblable à celui-là, qui est connu, mais qui date de 1959, et là, c'est un certain Jorgensen qui aurait capté la voix de sa mère dans un parc. Bon. Mais bref, on reste dans cet univers-là. Et les deux bonhommes dont me parle Brune, ben, l'un d'entre eux, Gemelli, c'est un médecin, neurologue, qui est un pionnier de la psychologie expérimentale. Il est le fondateur et directeur de l'Université catholique de Rome, président de l'Académie pontificale des sciences. Donc, c'est un bonhomme qui a une solide formation scientifique. Quant à l'autre, Ernetti, ben, c'est un amateur de musique qui a écrit un ouvrage d'ailleurs sur la musique et il s'intéresse beaucoup à l'acoustique. Donc, on a deux bonhommes, deux formations scientifiques, et bon, il me raconte cette histoire-là. Là, on est loin de la machine qui voit dans le passé, là. On a deux scientifiques qui ont enregistré un son dans un parc qui semble être la voix du père de l'un des deux. Et là, donc, cette histoire-là, il me raconte ça, parfait, et on va un peu plus loin dans l'histoire, il me raconte qu'avec le temps, on a appris que l'un des deux bonhommes, le dénommé Ernetti, aurait commencé à raconter autour de lui, et là ça devient presque une rumeur, aurait raconté autour de lui qu'à partir de là, il aurait développé une espèce de machine qui lui aurait permis de voir dans le passé. En fait, il aurait assisté à deux événements du passé à travers cette machine-là. Dans un premier temps, il aurait vu la crucifixion du Christ, et à un autre moment donné, il aurait assisté à
une pièce de théâtre qui avait été jouée dans la Rome antique, quelque part comme aux alentours de l'an -69 avant Jésus-Christ. Et cet appareil, c'était justement le chronoviseur, lequel aurait été mis au point grâce notamment à Wernher von Braun, celui qui a créé la fusée qui a permis d'envoyer des hommes sur la Lune, qui avait travaillé sous le régime nazi à la création des V2 et ensuite qui a travaillé avec les Américains pour l'envoi, la création des fusées lunaires. Et également, d'autres scientifiques, en fait une douzaine de scientifiques auraient travaillé au développement de ce truc-là. Quand on regarde l'histoire, comment se développe ce chronoviseur, on voit qu'il s'inspire de toute une série de romans de science-fiction ou d'œuvres de fiction qui se sont développés dans les années 40-50 et même plus près de nous, les gens qui se rappellent peut-être la série Au cœur du temps de Time Tunnel, donc une série des années 60. Lorsque on essayait de suivre, parce qu'on avait 2 scientifiques qui étaient perdus à travers le temps, l'appareil en question, le chronogire, permettait de créer une espèce d'image où les gens dans le laboratoire pouvaient voir et suivre les actions de leurs 2 voyageurs du temps à travers le passé, et ça sur un écran, là. Donc, c'est exactement ce genre d'appareil-là que le père Brune me raconte. Et là, écoute, l'histoire, c'est qu'après, à un moment donné, le Vatican a eu vent de la création du chronoviseur. Il a été confisqué et depuis, l'appareil dormirait dans les caves du Vatican, loin et à l'abri de tout regard indiscret. L'histoire, elle est tout à fait incroyable. Mais tu comprendras qu'il n'existe aucune preuve que le chronoviseur a jamais existé. C'est une histoire dont à la fois que Brune a récupéré, qu'il raconte, il n'est pas le seul à avoir raconté cette histoire-là. Il y a un certain Peter Krasa qui a écrit également un ouvrage où il raconte un peu cette histoire-là. Le père Brune lui-même, en 2002, a publié un ouvrage qui s'appelle « Le nouveau mystère du Vatican », qui a été republié en 2004 sous le titre du chronoviseur, dans laquelle il raconte en détail cette histoire-là. Mais encore une fois, c'est une bien belle histoire, assez fantastique, mais comme il en existe des milliers dans l'histoire du paranormal et du surnaturel, des histoires de technologie extraordinaire capables de prouesses extravagantes, mais qui ne reposent sur absolument rien. Et dans le cas du chronoviseur, tu comprendras qu'en dehors du père Brune et en dehors du récit de Peter Krasa, qui se présentait comme un journaliste, mais qui en réalité s'intéressait à tout ce qui était un peu science marginale, les anciens astronautes, Eric von Däniken et compagnie, il n'existe aucune preuve, aucun élément qui permet de croire que jamais personne n'aurait inventé un appareil comme celui-là, le chronoviseur, qui aurait apparemment permis de voir dans le passé. Mais bon, le père Brune me raconte ça, je suis chez lui, je suis un peu estomaqué par l'idée qu'il raconte. Puis là, au départ, il me dit bien que l'affaire commence par un enregistrement audio d'une voix dans un parc, et quand il arrive avec Krasa, il me dit « Oui, c'est vrai que j'aurais pu à ce moment-là en parler, mais il a fallu que j'avais promis, parce que le père Brune dit avoir côtoyé le type Ernetti qui aurait inventé la machine. Il dit, je l'ai côtoyé, il m'a raconté qu'il avait développé cette machine-là, mais j'avais juré de ne jamais en parler publiquement tant et aussi longtemps qu'il serait vivant. Or, Ernetti décède en 1994, et c'est là, quelques années après, que le père Brune va faire cette révélation qu'au-delà de cet enregistrement audio dans un parc qui semblait indiquer une communication avec l'au-delà, Ernetti aurait développé une machine capable de voir dans le passé. Mais tout ça semble tout à fait fantastique. Il n'y a qu'une seule façon de voir dans le passé, Christian. Est-ce que tu sais c'est laquelle? Regardons les étoiles le soir. Ouais, plus on regarde loin, plus on regarde tôt. Mais quand on regarde les étoiles, il y a de fortes possibilités que l'étoile qu'on voit n'existe plus depuis des millions d'années. Oui, absolument. Moi, ce que je dois dire du père Brune, écoute, on peut toujours en discuter. Il s'est beaucoup intéressé à la transcommunication instrumentale, puis à un moment donné, on va se faire une émission sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet que je trouve passionnant. Mais c'est vrai que le père Brune, c'est un bonhomme qui était très agréable, très gentil, mais en même temps, c'est un bonhomme qui était très naïf. Moi, quand j'ai les conversations que j'ai eues avec lui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il est même déjà venu au Québec faire une série de conférences pour parler de transcommunication. Okay. C'était d'ailleurs la première fois où je l'avais rencontré, c'était durant ses activités. Et ensuite, je l'ai retrouvé en France pour le tournage de la série À la recherche des reliques saintes. Et c'est un bonhomme qui est très gentil, très accueillant,
mais en même temps d'une naïveté déconcertante. Et d'ailleurs, il s'est fait frauder lorsqu'il faisait la transcommunication. À partir du moment où il a commencé à écrire des ouvrages, il écrit par exemple « Les morts nous parlent » en 1988. En 93, il écrit « À l'écoute de l'au-delà ». En 97, « Dites-leur que la mort n'existe pas ». Donc, il reste un peu le grand porte-parole de la transcommunication instrumentale. Et à partir du moment où il est reconnu publiquement comme étant un type qui s'intéresse à ça, ben des gens vont le contacter à gauche et à droite, certains du Luxembourg, certains de la Suisse ou de la France, parce qu'il est originaire de la France. Et là, on lui écrit en lui disant « Oui, j'ai capté des sons, j'ai capté des voix. » Et le père Brune va accepter ces images-là ou accepter ces enregistrements-là sans jamais se poser de questions à savoir s'ils sont authentiques ou non. Et il va en faire la promotion dans ses conférences, dans ses livres. Et malheureusement, ça va se retourner contre lui. À un moment donné, il exploite une image où on voit Romy Schneider. Et là, dans cette image-là, il dit, voilà, c'est Romy Schneider qui parle de l'au-delà, qui communique avec nous. Puis on a une image un peu fantomatique entre, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais fantomatique d'une image de Romy Schneider captée sur un téléviseur. Parce que c'est ça la transcommunication, c'est de mettre des appareils audio, des appareils d'enregistrement et des téléviseurs, par exemple, en marche. On syntonise un téléviseur sur une chaîne qui ne reçoit rien. On place une caméra devant et les gens qui sont les défenseurs de la théorie, ceux qui croient à la transcommunication instrumentale, croient qu'à des moments donnés, des images ou des sons vont apparaître sur ces appareils-là. Et ces sons-là sont ceux de l'au-delà. Donc, le père Brune nous montre cette image de Romy Schneider en disant, voilà, c'est l'actrice française que l'on voit et qui tente de communiquer de l'au-delà. Mais très rapidement, des spécialistes de Romy Schneider, en voyant cette image-là, vont dire, mais non, cette image-là, c'est une image qu'on a volontairement déphasée, qu'on a embrouillée, mais c'est une image qui est tirée d'un film qu'elle a tourné en 1968. C'était La jeune femme et le gendarme ou quelque chose comme ça. Donc le père Brune, on le voit, il manque de sens critique et se laisse embobiner aisément. Une anecdote assez étonnante. Lorsqu'il est au Québec, il présente une image où on voit une jeune femme avec un T-shirt qui est sur une plage et qui sort de l'eau. Et qui se dirige vers la caméra. Et le père Brune dit, voilà, ce sont des images de l'au-delà. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, voilà, j'ai capté ces images de l'au-delà. On l'appelle les images de la baigneuse. Là, voilà, elle sort de l'eau, etc. Mais dès que cette image-là a été diffusée au Québec, a été diffusée dans le cadre d'un reportage, c'était Caméra 87, Caméra 89, qui était présenté à TQS, une émission très populaire. Et en voyant ça, un postier de Pointe-au-Pic voit ces images-là, puis il fait savoir, il dit, ces images-là, je les ai déjà vues. Il contacte Louis Bélanger, notamment. Il dit, ces images-là, elles proviennent d'un film qui s'appelle The Bikini Story et qui a été diffusé à Super Écran. Et effectivement, c'était des images de Bikini Story. J'ai réussi à retrouver la bande originale avec Bélanger. On a regardé ça, puis oui, c'était des images d'un documentaire obscur, tourné par une petite compagnie de télévision suédoise, mais c'était néanmoins des images tirées d'un documentaire. Avez-vous regardé le documentaire au complet, Bikini Story? Non, que cette séquence-là. Mais bref, tu comprends? Donc, le père Brune se laissait avoir dans des trucs un peu faciles, avec une naïveté. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, sans jamais s'imaginer que derrière lui, il y avait des gens qui pouvaient profiter de sa naïveté en lui refilant. Oui. Peut-être parce que ça servait bien sa cause, Christian? Oui, peut-être. Mais tu sais, c'est toujours un peu cette volonté de croire. Et le père Brune voulait tellement croire à cette idée qu'on pouvait communiquer avec l'au-delà par des moyens électroniques que pour lui, dès qu'il voyait une image, il avait une confiance tout à fait aveugle envers ses pourvoyeurs. Et il prenait ces images-là, il n'hésitait pas à en rendre compte. Même lorsqu'on l'a mis devant le fait accompli que l'image, notamment de Romy Schneider, était une image tirée d'un de ses films, tourné dans les années 60, il a essayé de se justifier en disant peut-être que Romy Schneider essaie de communiquer avec nous de l'au-delà en nous envoyant des images qui nous rappellent certains de ses films. Alors. Donc là, tu vois, on essaie d'étirer, de jongler pour essayer de faire coller la réalité à tout ça.
Mais bon, reste que le dossier, il faut faire attention pour ne pas voir tout le dossier de la transcommunication instrumentale à travers les yeux ou la naïveté du père Brune. C'est un sujet intéressant et on en parlera dans une autre émission de manière plus soutenue et peut-être avec comme invité Yves Lignon ou un parapsychologue français. Il faut dire qu'en France, il y a énormément de recherches qui se fait autour de ça. Très controversé, mais quand même très intéressant. Voilà, je dois te laisser parce que j'ai un documentaire à aller écouter après l'émission là, pour vérifier si tu avais raison. Bikini Story. Voilà, je vais aller écouter ça. Je te souhaite de passer un beau week-end. Toi aussi. On se revoit vendredi prochain. Salut. Oui, ça marche. Salut. Bye. Radio X Files.